Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à l'IFCM pour cette conférence dans le cadre des jeudis de l'IFCM. Nous avons ce rendez-vous maintenant, au moins une fois par mois, le jeudi de 18h30 à 20h30 pour entendre un conférencier. Alors ce soir, nous avons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir Inès Safi, qui est chercheuse au CNRS, ancienne élève de l'école polytechnique, docteur S-Sciences, habilitée à diriger des recherches et qui est une physicienne reconnue internationalement pour ses travaux sur la physique mésoscopique, les systèmes qui ont quelques atomes et qui se comportent de façon bizarre selon les lois de la physique quantique. Donc Inès Safi a de nombreuses collaborations au niveau international, mais ce n'est pas sa seule caractéristique. Elle a aussi une activité depuis plus de 10 ans, 15 ans me semble-t-il, dans le domaine de l'histoire des sciences et des relations entre les sciences en général et la pensée philosophique et théologique, et particulièrement la pensée musulmane. Elle a participé à de nombreux colloques, des conférences, plusieurs livres collectifs. Elle enseigne à différents endroits, à l'école centrale de Casablanca, mais aussi à l'école à Sciences Po, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Emouna, de formation des cadres religieux musulmans, juifs, chrétiens, etc. Et elle anime depuis quelques années un blog sur Facebook qui a un certain succès et qui vise à mieux faire connaître la pensée musulmane, notamment à travers sa dimension scientifique et artistique. Et elle est donc assez suivie sur ce blog. Alors aujourd'hui, elle va nous parler de l'histoire des sciences arabo-musulmanes. C'est un vaste sujet, mais je pense qu'elle va surtout s'attacher à montrer qu'un certain nombre de clichés circulent sur ce sujet depuis assez longtemps, depuis plus d'un siècle. L'idée que le monde musulman aurait finalement globalement refusé la science, qu'il aurait développé la science pendant quelques décennies, voire un siècle ou deux, lors de la grande période du califat abbasside, et puis après, les portes de l'ijtihad se seraient refermées et le monde musulman aurait été complètement hostile au développement de la science. C'est une idée qui circulait il y a 100 ans dans le cadre de l'orientalisme et qui circule encore maintenant. Je pense que Inès Safi nous donnera quelques exemples. Et je pense qu'elle va s'attacher à montrer que ces idées reçues sont complètement fausses et qu'elles sont battues en brèche maintenant par des travaux universitaires récents dans le domaine de l'histoire des sciences. Donc je vais lui laisser la parole. L'exposé durera environ une 50aine de minutes et puis après nous aurons du temps pour des questions. Voilà. Inès, c'est à toi. Bonsoir, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup Abdelhak pour cette présentation et aussi pour avoir fait déjà l'introduction qui va m'aider peut-être à aller un peu vite au début. Merci aussi à Kamal Rabtan et à Bruno pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être ici. Alors, donc effectivement, alors j'ai choisi en fait pour ma première diapo exprès une miniature. En fait, elle a été réalisée en 1500 et quelques en Inde, qui est en fait extraite d'un manuscrit de Nasreddin Tusi, qui donc ça remonte au XIIIe siècle, qui est un théologien et aussi un scientifique astronome, mathématicien. Je vais en parler rapidement durant mon exposé. Et à droite, en fait, c'est une peinture d'un orientaliste qui n'est pas vraiment comme les autres peintres orientalistes, qui projettent ses fantasmes sur un Orient imaginaire, mais qui était vraiment un admirateur du mode de vie du Caire, qui est Ludwig Deutsch, donc dans un tableau qui s'appelle The Scholars. Alors, en fait, c'est exprès que j'ai mis ces deux-là, c'est parce que là, on est au XIIIe siècle, et là, on est au XIXe siècle, puisque c'est la période durant laquelle donc, Ludwig Deutsch visitait le Caire. Et entre les deux, c'est une période qui est dans disons, selon effectivement ces idées reçues, qui est plutôt caractérisée par un vide total en termes à la fois de philosophie et de science dans le monde arabo-musulman. Et justement, ce qui va à l'encontre de ces idées, c'est que c'est là, au XIIe siècle, que démarre vraiment le véritable âge d'or de la science.
et que cette science va se prolonger selon certains disons, historiens des sciences, dont je vous parlerai aussi rapidement, même jusqu'au XIXe siècle. On a là le mythe de la décadence qui finalement a connotation complètement coloniale et qui vraiment demande à être déconstruit. Alors, je vous présente le plan. J'espère arriver jusqu'au bout, mais sinon, ben, c'est pas grave. Donc, je vais d'abord rappeler ces idées répandues, en tout cas quelques-unes, parce qu'il y en a énormément, et puis il y a plusieurs variantes, hein, puisqu'on peut en prendre que quelques-unes selon le contexte. Ensuite, je trouve qu'il est important de montrer les motivations ainsi que les dynamiques sous-jacentes. En tout cas, là aussi, j'en sélectionne que quelques-unes, au développement de la science en terre d'islam. Alors, c'est très difficile de dire science arabo-islamique ou terre d'islam. Alors, je dis ici terre d'islam, parce qu'évidemment, quand je parle de arabo-arabe, c'est vraiment la langue commune à la pratique scientifique, qui était la langue internationale, un peu à l'image de l'anglais de nos jours. Et islamique, parce que même s'il y a eu des acteurs non musulmans, des chrétiens, des juifs, etc., et ça reste dans un cadre, en fait, ça reste quand même... il y a une sorte de matrice commune qui est vraiment une certaine vision du monde, une certaine voilà, un rapport au monde qui est quand même très nourri par l'islam. Et en particulier dans ce développement, il y a eu des motivations qui sont vraiment purement religieuses, liées au rituel que je vais exposer. Il y a bien entendu des dynamiques socio-économiques, alors c'est un mot vaste qui inclut aussi l'aspect utilitaire de tous les jours, mais il y a aussi des motivations qui sont d'ordre philosophico-spirituel, je mets les deux ensemble exprès, et qui sont en fait reliées aussi à ce côté utilitaire qui finalement a une dimension aussi spirituelle, comme l'artisanat ou l'art, que j'aborderai aussi brièvement. Je vais donner quand même comme exemple, alors en étant physicienne, il m'est difficile de ne pas parler d'Ibn al-Haytham, même s'il est dans la période qui est considérée, bon, il est sous règne abbasside, donc c'est l'âge d'or, mais je trouve que c'est très important de parler de lui. C'est vraiment il est considéré comme le physicien le plus remarquable dans l'histoire de l'humanité entre Archimède et Newton. Et il commence à être connu en France, mais je trouve qu'il y a certains aspects que j'aimerais quand même faire valoir. Et ensuite, ce qui est important, c'est cette période, vous vous rappelez de la miniature, donc qui commence après Al-Razali. Je vous rappelle qu'Al-Razali est mort en 1111 et qu'il est très important que je donne ici des exemples de cet âge d'or qui en fait le titre d'un livre de Georges Saliba. Il parle de l'âge d'or de l'islam en faisant référence au XIIe siècle, donc qui démarre au XIIe siècle. Et donc, je donne quelques exemples, en particulier Kamaleddin Farisi, qui est à la fois mathématicien et opticien, d'autres mathématiciens au Maghreb, parce qu'il y a une extension géographique qu'on ne connaît peut-être pas suffisamment. Ensuite, je vais montrer comment Copernic est en fait le dernier maillon de l'astronomie arabo-islamique. Et puis, j'ai envie d'aborder ce sujet-là, c'est lié à une recherche un peu personnelle, sur le passage du monde clos au monde ouvert. Alors voici quelques idées que déjà Bruno a exposées. Donc la première idée, c'est cette fameuse décadence de la science. Alors les dates varient énormément, il y a plusieurs versions. Il y a une version qui va nous dire que en fait, cet âge d'or des sciences est très très court, puisque en gros, il s'est restreint aux 3 califes abbassides qui ont soutenu le mu'tazilisme. Et en fait, en gros, le mu'tazilisme, c'est une branche du Kalem, de la théologie, qui est plutôt une approche rationnelle. Et donc, on se dit, à partir du moment où c'est rationnel, on fait une confusion entre rationalité et science, ce qui, évidemment, c'est un discours qui ne tient absolument pas. Mais donc, en gros, ces 3, Al-Ma'moun, qui a régné entre 813-33, Al-Mu'tasim, entre 833 et 842, Al-Wathiq, entre 842 et 847, c'est là où qu'on a connu l'apogée. Et puis tout d'un coup, ça s'est arrêté. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le Mutawakkil par la suite, qui est un autre calife abbasside, qui lui a soutenu le hanbalisme, qui est plutôt... Donc c'est l'une des 4 écoles juridiques du sunnisme, et auquel on attribue une sorte on va dire, il va à l'encontre de la rationalité, et donc ça y est, la science se termine à ce moment-là. Ça veut dire en gros en 847. Donc là, elle dure vraiment même pas une 50aine d'années.
Ensuite, il y en a qui vont aller un peu plus loin, qui sont plus généreux, qui vont nous dire, eh ben, c'est développé, même après, compris le Mutawakkil, mais l'attaque la plus radicale, fatale, elle est due à la critique de la philosophie d'Al-Ghazali, dans un livre qui s'appelle, alors on l'appelle l'incohérence des philosophes, mais en fait c'est plutôt la précipitation des philosophes, la bonne traduction. Et donc, c'est un livre qui a aussi, là, on confond, comme c'est une critique de la raison, la science et la raison. Et à partir de là, eh ben, la science et la philosophie s'est arrêtée. Averroès, qui lui a répondu par la suite, qui est un philosophe andalou, aurait été le dernier philosophe. Et là aussi, ce n'est absolument pas vrai. Et alors, ce discours, ce qui est intéressant, c'est qu'on le retrouve chez plusieurs intellectuels, même des universitaires, dans des grandes universités qui sont de culture musulmane. Et donc, il est... alors même, il y a eu une journée sur la science arabe à l'Académie des sciences à Paris récemment. Et alors, je préfère ne pas citer la personne parce que bon, elle n'est pas là et que je veux pas. C'est pas une sorte de dénonciation. Mais une des oratrices qui était là a répondu à la question de la décadence de la science par ce schéma simpliste en disant ça y est, c'est Al-Ghazali. Et puis, il y a une forme d'anachronisme qui fait que le débat entre Al-Ghazali et Averroès, il se projette sur notre actualité avec le débat entre les islamistes dogmatiques et les scientifiques qui seraient, eux, du côté de la raison et de la lumière. Et en fait, c'est ce point de vue qui, quand même, dû aussi à des approches, on va dire, orientalistes, réductionnistes, parce que les orientalistes ne sont pas tous, évidemment, non, certains ont vraiment des approches très intéressantes. Je ne les mets pas dans le même paquet, la même boîte. Mais ça me rappelle, en fait, un musée à Hammamet, dans ma ville, donc je suis tunisienne, et il y a un musée avec des poupées en cire qui essaient de représenter des scènes, on va dire, de la société traditionnelle tunisienne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas... il y a une solution de facilité qui consistait à aller reproduire des scènes de tableaux orientalistes. Vous voyez, donc on est vraiment un peu dans la même dynamique, c'est-à-dire qu'on va se référer à un regard, à des recherches qui ont été faites par des orientalistes pour essayer de connaître ce passé. Alors, une autre explication qui est celle de l'invasion mongole, qui évidemment a été désastreuse en 1258, la mise à sac de Bagdad. Et ça, c'est par exemple une hypothèse qui est même soutenue par le grand intellectuel Mohammad Iqbal, qui est pakistanais. Alors, maintenant, une autre idée répandue. Alors, évidemment, il y en a qui vont adopter cette idée, disons, qui vont défendre cette thèse, mais qui ne vont pas nécessairement adopter celle-ci. Donc, je ne vais pas mettre toutes les variantes. Mais c'est le manque d'originalité de la science arabo-islamique. Et donc, les véritables sources ou les acteurs, en fait, de la science viennent d'en dehors de l'islam. Alors, Ernest Renan, évidemment, fait partie, qui est donc un orientaliste qui reste encore une référence de nos jours, qui a été le défenseur de ce genre de thèse. Ensuite, alors, le lien entre les deux, c'est que finalement, surtout pour Ernest Renan, comme ça a été très court, il n'y a pas eu le temps finalement de se démarquer de la science grecque, puisque ça s'est passé... C'était très bref, d'accord ? Donc ça peut aussi, ce genre, si on a les deux, c'est parce que nécessairement, effectivement, on n'a pas eu le temps de développer d'autres, vraiment de découvertes, de rupture avec la science grecque en particulier. Alors, maintenant, puisque, encore une fois, il y a eu un coup d'arrêt qui quand même est arrivé très vite, ça permet aussi de consolider une autre thèse, qui serait que l'Europe, en gros, s'est inspirée. Alors pour certains, elle ne s'est même pas inspirée, mais en tout cas, ça c'est le pire. Mais pour ceux qui reconnaissent qu'il y a quand même une influence sur l'Europe, on va dire que ça s'est arrêté avec les traductions des œuvres arabes en latin. Il y en a qui vont dire qu'en fait, c'était surtout les traductions des œuvres grecques, donc c'était simplement un intermédiaire. Alors ça, on le retrouve énormément aussi dans le cadre philosophique. Et sauf qu'après, comme tout s'est terminé très vite, l'Europe a très vite aussi acquis son autonomie.
Et donc, elle a poursuivi son chemin indépendamment complètement de ce monde arabo-islamique. Alors, en gros, les plus optimistes vont dire que c'est à partir du XIIe siècle. Et les récits qu'on voit, alors là, je les vois souvent chez mes collègues quand ils présentent, qui s'intéressent à d'autres domaines, ou dans des revues scientifiques ou de vulgarisation, comme la recherche, etc. Mais dans des livres, dans des vidéos, dans des cours à l'université, tout ça, ce sont vraiment des thèses qu'on trouve, mais partout, même si, évidemment, il y a certains acteurs universitaires qui essaient d'aller à l'encontre de ces thèses. On présente en fait la révolution scientifique comme une rupture avec Ptolémée et Aristote. Et donc les premières critiques d'Aristote, on a l'impression que les premières sont apparues vraiment en Europe. Et ensuite, et ça à mon avis, alors là c'est typique chez aussi mes collègues chercheurs, la méthode scientifique c'est au XVIIe siècle. Alors là il y a des vulgarisateurs scientifiques qui sont des chercheurs parfois, et qui vont défendre qu'en fait, le premier physicien, c'est Galilée, et que la méthode scientifique n'est apparue qu'au XVIIe siècle. Alors, pour illustrer ces idées, alors j'ai commencé plutôt par, en fait, c'est un écrivain, mais qui est aussi dans l'office des affaires étrangères américains, donc à Washington. Et il a écrit un livre qui dit déjà... qui est très significatif, le titre en soi, « La fermeture de l'esprit musulman, comment le suicide intellectuel a créé la crise islamiste ». Alors, ce qu'il dit, entre autres, s'il n'y avait pas Al-Razali, Averroès et la rationalité auraient gagné la bataille. Et ça me paraît grave. Parce que vous voyez que là, hein, en fait, on parle de choc de civilisation ou de guerre, d'invasion menée par les États-Unis, mais on est dans le choc des ignorances. Et c'est vraiment sous-jacent à certaines formes de racisme d'État, hein, cette vision réductrice qui fait que, qui à mon avis, c'est un élément qui me paraît vraiment crucial. Après, je cite un prix Nobel. En fait, il était prix Nobel, c'est un physicien des physiques des particules qui a eu le prix Nobel en même temps que le physicien musulman Abdus Salem, qui était à Trieste, et qui en 2007, là aussi, il écrit « Après Al-Razali, aucune science ne mérite d'être mentionnée dans les pays musulmans ». Et je dirais qu'il est mieux déjà que certains chercheurs qui, pour eux, ne mentionnent même pas la science arabo-musulmane dans leurs exposés ou dans leurs livres. Ensuite, il y a Pierre Duhem, qui est à la fois un scientifique, donc là on est au début du XXe siècle, et qui était aussi historien des sciences. C'est une référence en histoire des sciences, parce qu'il était l'un des premiers du XXe siècle. Alors lui, il va plus loin. Et donc là, c'est le mythe, on va dire la thèse du manque d'originalité. Il dit qu'il n'y a même pas de science arabe. Les hommes sages du mahométisme étaient des disciples plus ou moins fidèles aux Grecs, dépourvus de toute originalité. Alors, heureusement qu'il y a une réévaluation de ces thèses avec plusieurs chercheurs, des universitaires. En fait, il y en a plusieurs qui sont plutôt dans des pays anglo-saxons. Il y a Sabra qui est parmi les plus anciens. Alors, lui, il était prof à l'université de Harvard. Il y a Georges Saliba qui est aux États-Unis aussi, qui est un chrétien libanais d'origine. Dimitri Gutas, je ne vais pas faire toute la liste, Ahmed Jabbar et Rochdi Rached en France. Et donc, en réponse à la première thèse, il montre cette extension chronologique qui va même au-delà du 19e siècle, même s'il y a encore des recherches qui manquent. Pourquoi elles manquent? Parce qu'on est soumis à cette thèse de l'absence de travaux intéressants. Et donc, vous voyez, c'est comme la blague de Joha qui ne cherche que là où il y a de la lumière, ce qu'il a perdu. Et donc, à partir du moment où on dit que c'est sombre ailleurs, on ne va pas chercher, on ne va pas mettre nos projecteurs sur cette période. Et donc, vous voyez à quel point ça entrave la recherche en histoire des sciences, et bien sûr aussi en philosophie et d'autres domaines. Et donc, comme je vous l'avais dit, il y a un véritable âge d'or post-Al-Razali. Donc, ce n'est pas du tout le coup fatal, au contraire. Al-Razali a marqué une nouvelle ère dans l'histoire des sciences. Ensuite, par rapport à l'originalité, en fait, on parle, en particulier chez Sabra, d'une appropriation et d'une naturalisation de la science grecque, mais avec des critiques, la tradition de ce qu'on appelle ash-shukuk en arabe, des corrections et en plus des ruptures majeures.
Il y a aussi une originalité et même des nouvelles branches scientifiques qui sont apparues. Et il y a eu l'apparition, bien plus tôt qu'en Europe, de la méthode scientifique, avec la mathématisation, l'expérimentation, l'instrumentation. Pour la troisième thèse, en fait, l'échange avec l'Europe, évidemment, il n'a pas été que unidirectionnel, surtout après le 15e, 16e siècle, mais on a des témoignages, en tout cas entre scientifiques, qu'il est resté vivant jusqu'au même XVIIIe siècle. Et l'intérêt même dans les manuscrits est resté jusqu'à cette période. Et une des preuves que ça ne s'est pas du tout arrêté après le XIIe, c'est que déjà au XVIe siècle, avec l'apparition de l'imprimerie, on imprime des ouvrages en langue arabe, parce qu'il y avait beaucoup d'érudits, par exemple, surtout en Italie, qui parlaient la langue arabe pour pouvoir lire ces livres. Alors j'ai plein de photos, mais je n'ai pas le temps de vous les montrer, de livres, par exemple, d'Al-Idrissi ou de ce Nasruddin Toussi, et même du livre de Coran qu'on a trouvé imprimé à Venise, en arabe, du XVIe siècle. Et on a aussi l'impression des copies, des traductions qui peuvent dater de travaux qui sont antérieurs au XIIe siècle. Et ensuite, ce que je vais essayer de vous montrer, mais là aussi tout ça, ça va être bref, c'est que Copernic, en fait, il a fait la synthèse des travaux d'astronomes. En particulier, les travaux les plus importants sont ceux justement de cette ère post-Al-Razali. Alors, je vais d'abord un peu évoquer rapidement le contexte. Alors là, c'est un peu l'extension en fonction du règne. Donc là, en gros, là, c'est l'extension en 1500. C'est quand même beaucoup plus grand que l'Empire romain, par exemple. C'est quand même inédit. C'est la première fois dans l'histoire qu'on a un développement scientifique aussi important et étendu, avec une langue commune qui permet aussi le développement de ces sciences. Dimitri Gutas parle de Pax Islamica, parce qu'en fait, la conquête musulmane, elle a permis de pacifier la région qui était complètement rongée par des guerres intestines entre les Sassanides et les Byzantins. Ensuite, ça a favorisé cette pacification, la circulation à la fois des savoirs, avec cette langue internationale qui est l'arabe, même si les langues locales ont été préservées et enrichies des fois par l'arabe, des savoir-faire. Alors savoir-faire, ça inclut énormément de choses. Je n'ai pas le temps de m'étendre évidemment, mais vous pouvez deviner ce que ça veut dire. Et des personnes. Il y a eu des dynamiques sous-jacentes à ce développement scientifique qui sont d'ordre politique, socio-économique, mais aussi religieux-philosophique. Et ce n'est pas du tout que sur un aspect pratique, et ça j'insisterai là-dessus. Alors, il faut parler rapidement, je vais parler évidemment, les traductions du grec vers l'arabe ont joué un rôle très important. D'ailleurs, Dimitri Gutas, encore lui, il dit que c'est une véritable ère nouvelle dans l'histoire de l'humanité. Mais si elle a été possible, c'est parce qu'il y a eu déjà une activité philosophico-scientifique avancée déjà au 7e siècle. Il y a des traducteurs qui n'ont pas recours à la translittération bête. Ils ont déjà des termes arabes appropriés. Ils ont déjà atteint un certain degré, je dirais, d'érudition. Et certains étaient déjà en train de rédiger leurs propres ouvrages scientifiques. Et je rappelle aussi ce que dit Jean Jolivet, qui est un spécialiste de l'époque médiévale. Il dit que la philosophie est née 2 fois dans le monde arabo-musulman. Une première fois, donc avant même la traduction des œuvres grecques, comme théologie. C'est ce qu'on appelle le kalem, même si le mot est vague et englobe beaucoup d'écoles. Et ensuite, comme philosophie argumentée de nature aristotélicienne. Je dirais même qu'elle est née 3 fois, parce que c'est avec Al-Razali qu'on a une nouvelle ère dans la philosophie, mais je n'ai pas le temps non plus de rentrer là-dedans. Alors, maintenant, je vais essayer de parler justement des motivations d'ordre religieux. Donc là, je suis dans cette partie, sur les motivations et dynamiques sous-jacentes. Je donne juste 2 exemples. Donc, le premier exemple, c'est ce qu'on appelle les sciences des obligations rituelles. En fait, selon Sabra, l'arithmétique et l'algèbre sont incorporés dans une branche de la théologie qui s'appelle fara'id, donc qui veut dire obligation rituelle. Et ça devient vraiment le bagage du faqih, du religieux ou du spécialiste d'homme de religion. Je vous ai parlé de l'apparition de branches nouvelles scientifiques.
la trigonométrie sphérique, c'est quelque chose qui n'était absolument pas connu des Grecs. Et pourquoi? Elle est motivée par la recherche de la direction de la Mecque. Ça paraît un problème simple, mais ça ne l'est pas. Pourquoi sphérique? Parce que quand on est sur la Terre, évidemment, c'était une évidence que la Terre était ronde, contrairement à ce qu'on entend dans certains pays de nos jours qui remettent ça en question. Donc c'était une évidence totale. Et donc c'était très important. C'était compliqué quand même, quand on est avec l'extension de l'Empire, évidemment, parce que quand on est à côté de la Mecque, c'est beaucoup plus facile, mais quand on est bien lointain, c'était très important de pouvoir savoir vers quelle direction se diriger. Et donc ce que dit Georges Saliba, c'est que c'est une raison qui a donné naissance à la discipline sophistiquée de la trigonométrie sphérique. Alors je ne vais pas donner les acteurs initiaux parce que je vais essayer plus de donner des exemples qui sont post-Al-Razali pour montrer à quel point c'est resté vive. Et juste un exemple, Ibn al-Majdi, là on est en 1003, il est mort en 1447, on est au XVe siècle. Il écrit 2 livres, alors dans l'une, là c'est la première page, alors elle n'est pas bien claire, mais ça commence par Allahu nuru samawati wal ard, Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Et en fait, son livre, c'est Guide de la perplexité sur le tracé du cercle de projection. On est vraiment, c'est la projection de la sphère sur le plan, et c'est un problème mathématique pas du tout évident. Il est à la fois mathématicien, géomètre, astronome de renom, et ce qu'on appelle muwaqqit, c'est un chronométreur, ça veut dire celui qui effectivement définit les horaires de la prière. Dans quelle mosquée? La mosquée d'Al-Azhar au Caire. Et là, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, qui sont des astronomes et des chronométreurs. Et on va en rencontrer encore un tout à l'heure. Ensuite, je vais vous parler des dynamiques socio-économiques, mais là aussi, c'est un sujet très, très vaste. Donc, je vais juste me contenter de cette interaction entre savoir et savoir-faire. Parce que pour avoir un développement scientifique, il y a besoin aussi d'avoir un art, un artisanat, la possibilité de fabriquer des outils, des instruments. Et ça, c'était vraiment le cas avec... Alors, comme exemple, donc je vais prendre un exemple que j'aime beaucoup, c'est dans l'architecture. Vous savez très bien qu'on a les pavages qui sont en fait qui ornent tous les murs quasiment des bâtiments, des mosquées, de l'Alhambra, etc. Et en fait, ça c'est un problème qui était aussi abordé par des mathématiciens. Et on a une sorte de double sens, c'est-à-dire qu'on a les mathématiciens qui vont nourrir, il y a des manuels qui ont été écrits à propos des pavages. Ce n'est pas juste des artisans qui sont livrés à eux-mêmes. Et l'artisanat lui-même inspire les mathématiciens. Et donc, par exemple, pour recouvrir un plan sans vide, en essayant de juxtaposer un seul motif, il n'y a que 17 catégories de pavages possibles. Et certains pensent que ces pavages se retrouvent, par exemple, à l'Alhambra. Mais il y a quelque chose encore de plus surprenant, c'est ce qu'on appelle les pavages quasi-périodiques. Et là, c'est vraiment plus compliqué. Là, c'est un article dans Science, qui est une revue prestigieuse, qui parle de, alors je n'ai pas traduit ici, mais des pavages, on va dire des mosaïques quasi-cristallines, quasi-périodiques, dans l'architecture médiévale islamique. Alors, comme exemple, j'ai pris juste cette figure. Ça se trouve au mausolée timouride de Khawaja Abdullah al-Ansari, en Afghanistan. Donc, c'est un mausolée, j'ai choisi cet exemple parce qu'il a été construit au XVe siècle. Donc, vous voyez qu'on a un artisanat encore qui ne peut pas être élaboré d'une façon hasardeuse, qui suppose vraiment une théorie sous-jacente de mathématiques au XVe siècle. Et alors, ce pavage, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été découvert par un grand mathématicien britannique qui s'appelle Roger Penrose, que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de séminaires, et qu'il il est debout sur un pavage qui a été vraiment réalisé pour lui, disons, qui est au Texas, et qu'il a découvert déjà en 1974. Et alors, un autre exemple, c'est qu'il y a eu un prix Nobel de chimie en 2011 attribué à un Israélien de Technion, à Haïfa. Et lui-même a reconnu que ces pavages, ces mosaïques quasi-périodiques l'ont inspiré. Mais ce qu'il a fait, ce n'est pas le travail d'un mathématicien. En fait, il est dans mon domaine, physique, on va dire, des solides en général. Il a trouvé des quasi-cristaux. C'est-à-dire que ces pavages
on les retrouve dans la matière, dans les solides, dans les cristaux. Parce que vous avez peut-être une idée des cristaux périodiques, par exemple le fer, sauf qu'il y a d'autres matériaux qui peuvent avoir une structure quasi-périodique. Et là, j'ai repris exactement ce qui était, j'ai traduit une partie de ce qui était dans le communiqué officiel lors de l'attribution de prix Nobel. Et donc les quasi-cristaux, ce qu'on dit ici, c'est que dans les quasi-cristaux, nous trouvons les mosaïques fascinantes du monde arabe reproduites à l'échelle des atomes. Des pavages réguliers qui ne se répètent jamais. C'est régularité, mais sans se répéter. Ça veut dire qu'on peut avoir de l'ordre sans avoir de la périodicité. Je trouve que ça mérite une méditation, mais je ne vais pas être bavarde. Et donc, pareil, dans le même communiqué officiel, des mosaïques non périodiques, telles celles présentées dans les mosaïques de l'islam médiéval du palais de l'Alhambra, ça je ne suis pas très sûre que c'est au palais de l'Alhambra, ou du mausolée de Darib el-Imam en Iran, ça c'est le mausolée avec une reproduction, ont aidé les scientifiques à comprendre de quelle façon apparaissent les quasi-cristaux à l'échelle atomique. Alors c'est intéressant parce que là aussi on voit comment l'artisanat, qui était aussi de l'art, pas séparé de l'art, peut aussi inspirer des mathématiciens ou des scientifiques, des physiciens dans ce cas. Mais à propos de physique, là aussi, c'est un exemple que j'avais exposé lors d'un cours d'introduction aux nanotechnologies à l'école centrale de Casablanca. On a trouvé que pour obtenir du glaçurage, on était capable d'insérer des couches de nanoparticules. Et ça, on ne comprend pas comment est-ce qu'on a pu avoir ce degré de sophistication. Alors, ça, c'est par exemple, là, on est au XIIIe siècle, là, on est au XIIe siècle, c'est absolument encore l'âge d'or. Et un exemple aussi, je trouve très intéressant d'interaction entre savoir et savoir-faire, c'est celui de la chimie. En fait, on trouve des centaines d'ouvrages de chimie qui ont nourri le développement de la verrerie, le verre soufflé, les vitraux, dans les alliages métalliques, les pièces de monnaie, les bijoux, les parfums, avec la technique de la distillation qui a été inventée. Je pense qu'entre autres, Jabr ibn Hayyan a joué un rôle, avec aussi d'autres. Les savons qui n'ont été introduits en Europe qu'au XIIIe siècle, et la pharmacopée, donc aussi la médecine, le domaine médical. Alors, un point qui me paraît très important pour passer à la suite, c'est qu'en fait, à la fois l'art, l'artisanat et les sciences, ce sont en fait des voies de réalisation spirituelle. Quand un artisan travaille le fer, quand il travaille sur un bijou, en fait, c'est symbolique du travail qu'il fait pour polir son cœur. Il embellit son âme pour qu'elle soit miroir pour la beauté divine. Ce sont vraiment tout est habité par cette motivation. Sinon, on n'aurait pas vu des œuvres magnifiques comme celle de l'Alhambra. Et en fait, c'est pareil pour les pavages dont je parlais. C'est vraiment la réalisation de la multiplicité dans l'unicité. Ce sont des supports de manifestation de la beauté divine. Et Jabr ibn Hayyan, entre autres, auquel on doit le développement de la chimie et d'instruments en fait, qu'on utilise encore dans les laboratoires, il était aussi alchimiste. Et il écrivait des ouvrages à portée ésotérique. Et donc ça m'amène au troisième point sur les motivations d'ordre philosophico-spirituel, pour rappeler que les modes de connaissance, on a tendance effectivement à la séparer, à mettre des barrières. Alors la science, on ne sait pas vraiment, de nos jours en tout cas, même de nos jours, on ne sait toujours pas comment vraiment la définir. On peut parler d'observation, de raison, mais il n'y a jamais de définition satisfaisante. La philosophie, là aussi on parle de raisonnement. La mystique, on va parler d'intuition. Mais je pense que dans ces trois domaines, on a à la fois besoin d'intuition, de raisonnement et je dirais d'expérience au sens général, qui peut être une expérience intime. Et j'aime beaucoup cette citation de Christian Jambet, qui dans son livre « La philosophie qu'il traite islamique », l'association est intéressante, dit « Philosopher, c'est une activité ésotérique en deux sens, une pratique de l'intériorité du soi et une intériorisation du contenu de la révélation religieuse. » Et d'ailleurs, on parle beaucoup de débat raison et foi, mais le débat chez les philosophes de l'islam, c'était plutôt raison et révélation, parce que de la foi, on en a besoin aussi en science. Alors je vais rappeler quand même que, même si Aristote, ça fait partie des philosophes qui ont marqué le plus l'humanité, je crois que c'est l'intellectuel
qui a imprégné vraiment tous les débats à travers l'histoire, qui n'est pas vraiment, sa cosmologie et sa méthode, la physique d'Aristote, n'est pas vraiment favorable à l'émergence de la méthode scientifique. Pourquoi ? Parce que pour lui, le monde est corruptible. D'ailleurs, pour Platon aussi. Et au sein de certaines doctrines du christianisme, en tout cas avant l'époque médiévale, où il y a eu la réception de la philosophie islamique. Et seules les sphères célestes sont immuables, donc sont connaissables. Et seul le monde céleste obéit aux lois mathématiques, aux harmonies mathématiques. Et, entre parenthèses, il y a eu un flagrant désaccord qui a énormément intrigué les scientifiques musulmans entre le modèle astronomique de Ptolémée et la cosmologie d'Aristote. Donc il n'y a même pas d'harmonie entre cette description mathématique de Ptolémée et ni les observations d'ailleurs, ni la cosmologie d'Aristote. Et ce qui est intéressant, c'est que, disons intéressant pour Aristote, c'est qu'on ne peut pas connaître, comme il parle de nature inhérente à chaque chose, la nature de chaque chose, c'est elle qui détermine son comportement d'une façon, en fait, c'est déterministe. Et du coup, pour connaître ces choses, pour connaître leur nature, on ne peut pas créer un cadre artificiel pour les observer. Donc on ne peut pas, absolument pas, avoir recours à des expériences qui sont fondées sur un dispositif artificiel. Seule l'observation est permise. Alors, avec la matrice, je dirais, spirituelle de l'islam, on dépasse ces limites. Et c'est ça qui va permettre le développement de la science. Parce que le cosmos, y compris le monde qui est profane, il est en fait sacré. C'est un lieu d'expansion ou de manifestation des théophanies divines. Et le grand érudit, disons le grand maître, on appelle Cheikh al-Akbar, Ibn Arabi, andalou, nous écrit que l'univers est un immense livre. Les caractères de ce livre sont tous écrits en principe de la même encre. Vous voyez que là, il n'y a absolument pas de hiérarchie entre le monde céleste et le monde terrestre. Mais il y a aussi cette idée de même encre. En fait, c'est l'unicité, le principe d'unicité, du tawhid qui apparaît ici, qui n'est pas non plus un concept, c'est du vécu, c'est de l'ordre vraiment de l'expérience. C'est très difficile à décrire, mais c'est ce qui a dominé ou animé l'expression à la fois des arts et des sciences, comme les pavages, par exemple, les mosaïques. Et donc, et tout est créé dans ce monde terrestre. Alors ça, c'est une partie d'un verset coranique. Évidemment, je ne veux pas m'arrêter à une interprétation littéraliste, mais selon une mesure. Bihusban. Et ça motive tout le domaine de la géométrie sacrée ou des mathématiques et de leur symbolisme. Alors, maintenant, je vais donc passer à l'exemple d'Ibn al-Haytham. Et pour montrer l'originalité d'Ibn al-Haytham, évidemment, j'aurais pu choisir d'autres, mais bon, j'ai déjà expliqué un peu mon choix. Ça aurait pu être l'Al-Biruni ou bien d'autres grands noms. Donc là, oula, je ne sais pas pourquoi. Ah, je ne sais pas pourquoi, j'ai des diapos qui n'apparaissent pas. Ah, si, c'est bon. Alors là, on est donc au XIe siècle. Il est considéré, pour certains, comme le véritable fondateur de la physique, si on veut encore définir, être soucieux de nous rapprocher du sens moderne de la physique, ce qui, quand même, en soi, un choix. C'est une façon, je pense, de peut-être un point de vue réducteur, d'ailleurs, hein, ce qu'on cherche chez ces grands esprits, juste ce qui peut coïncider avec notre science moderne. Je trouve qu'on passe peut-être à côté de beaucoup de choses, mais passons. Alors chez les Grecs, il y avait les théories de l'intromission, vraiment des visions de la lumière qui étaient complètement en désaccord avec ce que Ibn al-Haytham apporte. Alors, ce qu'il a retenu des Grecs, c'est la nature, le fait que la lumière soit rectiligne, mais ce qu'il a énoncé, c'est que vraiment, il y a une existence propre à la lumière. C'est elle qui arrive sur nos yeux. Ce ne sont pas nos yeux, par exemple, qui vont émettre des rayons de lumière pour la vision. Il dit même que cette lumière, elle est de même nature sur Terre ou dans le monde céleste. On n'est absolument plus dans le schéma d'Aristote. Et ce qu'il va dire aussi, et ça j'aimerais quand même faire ce clin d'œil parce que c'est quelque chose que je mentionne quand je présente, donne des conférences sur la physique quantique,
Et d'ailleurs, sans du tout vouloir manquer de modestie, je n'ai pas encore vu de présentation qui intègre Ibn al-Haytham dans cette histoire de la physique quantique. Pourquoi? Parce que pour Ibn al-Haytham, la nature a une nature corpusculaire. Et ça, c'est vraiment un élément très important. Et pourquoi il dit que ce sont des corpuscules? Parce que ça explique ses trajectoires rectilignes. Mais mieux encore, il affirme que sa vitesse est finie. Il n'est pas le seul à le faire. Alors ça va être un sujet de débat. Il n'y aura pas d'accord en Europe médiévale. Et c'est absolument pas évident. Ensuite, pourquoi je présente ça dans l'histoire de la physique quantique? Parce que ça, c'est un concept, évidemment, qui va apparaître dans des... C'est pas du tout la même façon, on ne justifie pas de la même façon, mais il va ressurgir, il va jouer un rôle très important dans la naissance de la physique quantique. En fait, le premier prix Nobel d'Einstein, il est dû à ces corpuscules de lumière. Et ce qui est intéressant, et là, je vous ai parlé de scientifiques théologiens tout à l'heure, je ne sais plus si je l'avais mentionné, c'est qu'il est auteur aussi de plusieurs livres de théologie. Et ça, c'est vraiment très fréquent. C'est absolument pas l'exception. Mais il est aussi auteur, alors je vous ai parlé des critiques. Il a commencé à déconstruire le schéma de Ptolémée, donc le modèle de Ptolémée. Et ça, c'est la tradition de ce qu'on appelle la shoukou que j'avais mentionné. Alors, même s'il n'a pas apporté des réponses positives, disons, vraiment dans le sens où il fait que déconstruire, c'est quand même très important. C'est une étape cruciale dans le programme de l'astronomie qui va prendre un nom bien spécifique. C'est un domaine qui va se distinguer encore de l'astronomie grecque. C'est al-Hay'a. Alors, je trouve que c'est très intéressant cette citation de Ibn al-Haytham, pardon. Celui qui cherche la vérité, on est vraiment... Alors, j'ai mis exprès at-tahqiq, haqqaqa. D'ailleurs, c'est un mot qui vraiment... que je pourrais traduire par l'investigation scientifique, et qui existe aussi dans le cadre religieux. C'est un mot très important, même dans le sens d'une réalisation spirituelle d'ailleurs. Alors ce qu'il dit, c'est que celui qui cherche la vérité n'est pas celui qui étudie les écrits des anciens. Hein, c'est le suivisme, at-taqlid, que critiquera aussi Al-Ghazali de la même façon, contrairement à ce qu'on en dit. Et qui, suivant sa disposition naturelle, place sa confiance en eux, mais plutôt celui qui doute d'eux et qui conteste ce qu'il reçoit d'eux, celui qui se soumet à la discussion et à la démonstration. Alors j'ai raccourci, là, il y avait encore un paragraphe, et il dit plus loin, en menant cet examen critique, il doit aussi douter de lui-même pour éviter de tomber dans le préjugé et la complaisance. Mais c'est bien parce que la conf porte sur les préjugés, donc c'est une bonne leçon aussi pour nous. Alors, parmi, je ne vais pas tout évidemment montrer, mais quelque chose qui est complètement, qu'il a utilisé, alors la caméra obscura, il n'était pas le premier à l'avoir montée, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il procède vraiment avec l'expérimentation. Et d'ailleurs, ça lui arrive de faire des expériences avec des billes, puisqu'il pense que la lumière a une nature corpusculaire. Et donc, ça lui permet aussi d'expliquer les processus de la vision. Il est le premier, je pense, à avoir donné une image cohérente de la vision. Alors là, c'est son livre qui est absolument fantastique, Kitab al-Manadhir. Alors, il a été traduit par le livre d'optique après en Europe, vous allez voir, même si ce n'est pas la meilleure traduction. Et là, vous voyez qu'il associe à la fois l'expérimentation et la mathématisation. Et c'est vraiment, là aussi, même s'il n'est pas le premier à avoir procédé ainsi, mais à combiner les deux d'une façon absolument remarquable. Et donc, on peut lui attribuer aussi comme mérite d'avoir donné lieu à la méthode scientifique. Là aussi, là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule méthode. Je ne veux pas être non plus dans une vision scientiste des choses. Mais, alors, Ibn al-Haytham, en fait, la Renaissance en Europe a comme point de départ vraiment l'optique. Ça va jouer un rôle très, très important. Son livre va être traduit, je crois, au XIIIe siècle. Ça, c'est la version traduite en latin. Et pour Roger Bacon, qui est mort en 1292, donc au XIIIe siècle, c'est un fervent disciple d'Ibn al-Haytham. Et il lui reconnaît le rôle, par exemple, dans la naissance de la méthode scientifique. Il est référence pour l'astronome Tycho Brahe, Kepler, Descartes, Newton. Newton qui est considéré en Europe comme le père de l'optique. Et en fait, il s'est énormément fondé sur l'œuvre d'Ibn al-Haytham. Newton a écrit ce livre d'optique qui est en particulier, il reproduit
l'image corpusculaire de la lumière. Et donc, quand on commence l'histoire de la physique quantique, on met d'abord l'image de Newton et pas d'Ibn al-Haytham. Il y a actuellement, 14 copies identifiées en Europe. Et c'est resté un livre d'enseignement, retenez bien, jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Donc l'Europe qui a continué, alors là, c'est pourtant un travail qui date du XIIe. Il a joué un rôle très important dans l'émergence de la perspective, pas seulement chez les peintres, mais dans bien d'autres domaines. C'est vraiment notre rapport au monde, dans la vision, dans cette troisième dimension qu'on ajoute. Ça, c'est peut-être pas un point très connu. Et alors, il y a un hommage que je trouve très instructif qui a été fait à Ibn al-Haytham. Alors, c'est par le Polonais Johann Hevelius. Lui, c'est un astronome qui a utilisé la lunette astronomique de Galilée, disons perfectionnée, je pense, et qui a fait vraiment une sorte d'atlas de la Lune. Alors, c'est un livre de séléniographie qui veut dire vraiment une sorte de cartographie de la Lune avec ses reliefs. C'est un livre remarquable dans la révolution scientifique qui fait référence. Et alors, vous voyez sur la première page, il rend hommage à Ibn al-Haytham. En fait, il met Galilée avec le télescope dans une tenue islamique, on va dire. Et là, il met Ibn al-Haytham avec du papier. Donc lui, c'est le théoricien qui a permis, en fait, la fabrication de la lunette astronomique. C'est intéressant parce qu'il y a aussi des références à la création. Donc on n'est pas du tout encore dans la science moderne qui fait complètement abstraction de la dimension métaphysique. Et vous voyez, la marqué Al-Hazen, ration, donc c'est la raison. Et là, c'est... Alors, je n'ai pas bien déchiffré ici, mais... Maintenant, je vais passer à l'âge d'or post-Al-Razali. Donc, on a vu que Ibn al-Haytham a fait déjà énormément. Donc, je vais commencer par un autre opticien, disons, spécialiste de l'optique, et aussi un mathématicien qui s'appelle Kamal ad-Din al-Farisi. Donc là, on est au XIIIe siècle. Rappelez-vous, Razali est mort en 1111. Alors lui se fonde, le livre d'optique d'Ibn al-Haytham est devenu une référence, que ce soit dans le monde islamique ou en Europe. Mais il va aller plus loin, heureusement, il y a toujours des progrès, et il va expliquer vraiment il va donner la bonne explication de l'arc-en-ciel. Ce qu'il va faire, c'est l'expérience que va faire Newton bien plus tard, qui est la décomposition de la lumière. Ça, c'est pour lui permettre d'expliquer l'arc-en-ciel. Et ce qu'il va utiliser, c'est un récipient en verre rempli d'eau. Il donne même les prémices de la nature ondulatoire de la lumière. En fait, il y a un autre physicien, on va dire, Théodric de Freiburg, qui au même moment quasiment, mais en fait, il est peut-être plus tard, qui s'est beaucoup fondé aussi sur l'optique d'Ibn al-Haytham, a pu aussi expliquer l'arc-en-ciel, et on pense que c'est indépendant. Mais al-Farisi donne aussi les prémices de la théorie des couleurs. Et vous voyez que ça, c'est un sujet qui va encore intéresser, va être amélioré par un ottoman, Taqi-ud-Din Muhammad ibn Ma'ruf, au XVIe siècle. C'est pour ça que je le mentionne. Alors, il est aussi connu pour la théorie des nombres, la factorisation et l'analyse combinatoire. Donc, c'est un grand mathématicien en même temps. Et c'est ce qui m'amène à rapidement mentionner les progrès en mathématiques. Alors, vous connaissez évidemment le Khwarizmi, auquel on doit le mot algorithme. Il y a des noms qui, évidemment, sont connus. Algèbre, qu'on lui doit. L'algèbre, c'est grâce à l'algèbre que je fais de la physique quantique, en fait, parce que sans mathématiques, on n'aurait pu rien faire. Mais je mentionne juste que ces deux exemples, mais il y en a beaucoup, c'est issu d'un travail remarquable d'Ahmed Jabal sur les mathématiciens maghrébins. Et en fait, ça, ce sont des réalisations, entre autres, qui sont attribuées à Pascal, qui est du XVIIe siècle, la révolution scientifique en Europe. Donc il y a Ibn al-Munam, qui est de Marrakech, en fait les deux sont de Marrakech, qui est mort en 1228, et qui a élaboré vraiment le triangle de Pascal. Donc là, c'est c'est extrait d'un de ses ouvrages. Donc le triangle porte le nom de Pascal. Il y a aussi Ibn al-Banna de Marrakech qui va vraiment donner la formule de la combinatoire et qui va introduire pour la première fois le symbolisme algébrique. Et là, on est au XIVe siècle. Alors, cet exemple, évidemment, il y en a encore plein, mais j'ai choisi exprès juste... Alors lui, il contribue à l'introduction de la fonction logarithme. Bon, je ne vais pas l'expliquer pour ceux qui ont des notions de mathématiques, c'est une fonction très importante et qui vient apparemment d'algorithmes, mais je n'ai pas encore vérifié ce point. Mais ce qui est intéressant, alors là, on est presque la fin du XVIe siècle, puisqu'il est mort en 1611. C'est qu'il est algérien,
C'est un clin d'œil aux Algériens parmi vous. Parce que j'ai cité des Marocains. Et lors de son séjour à la Mecque, parce qu'il était à Istanbul, il était donc embauché par le sultan, etc., il enseigna les mathématiques aux pèlerins. Alors, vous voyez ce que ça donne d'avoir libéré la Mecque des Ottomans. Petite réflexion. Voilà, on est au XVIIe siècle. Alors, ensuite, je vais maintenant passer à l'astronomie. Alors, je vais parler d'abord, je vous ai parlé tout à l'heure de cette miniature qui est extraite d'un ouvrage de Nasreddin Tousi, qui est d'abord connu, alors je ne sais pas pourquoi, voilà, pour être un grand théologien. Il est connu d'abord pour ses livres de théologie. Il est mort donc en 1274, il vient de la ville de Tous, c'est pour ça qu'il s'appelle Tousi. Il est du Kalam, même s'il est ismaélien. Et ce qui est intéressant, alors là, c'est vraiment une miniature que représente un observatoire de Maraga qu'il a fait. Alors, vous savez qui c'est qu'il a. C'est Hulagu. C'est le même empereur, disons, c'était moghol qui a détruit Bagdad. En fait, Toussi a réussi à échapper au massacre qui a été mené, qui a mis fin en 1258 à la dynastie abbasside. Et curieusement, une année après, il a réussi à convaincre ce même Hulagu Khan pour fonder un observatoire qui va jouer un rôle très important, surtout pour l'astronomie théorique. Et je ne vais pas aborder tous les acteurs, mais je vais vous parler juste d'un théorème. À Toussi, il se dit bien être le père de ce théorème. C'est un théorème qui n'a jamais existé chez les Grecs. Là, on parle d'originalité. Pourquoi? Chez Aristote, par exemple, il ne peut y avoir que des trajectoires circulaires. Là, à Toussi, ce qu'il montre, alors là, une petite animation, c'est qu'à partir de deux cercles, dont l'un a un rayon qui est la moitié du grand, quand ils tournent l'un à l'autre, vous voyez qu'on génère un mouvement rectiligne. En fait, ça, c'est un théorème qui va aussi apparaître, qui va jouer un rôle très important chez les mathématiciens et ingénieurs, y compris en Europe, pour tout ce qui est engrenage. C'est ce qu'on appelle les mécanismes hypocycloïdes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, je suis en train de comparer le couple de Toussi, c'est ça un schéma d'un de ses livres, à une page du livre, évidemment, sur la Révolution, considéré vraiment le livre le plus remarquable de l'histoire des sciences. Et en fait, il y a un schéma qui reprend exactement le même diagramme qu'ici. Alors, en fait, Copernic il cite plusieurs astronomes arabes, mais en général, ceux qui citent, ils sont avant 1200, c'est-à-dire en gros avant l'arrêt des traductions des œuvres en latin, arabe. Il cite beaucoup, 23 fois Al-Battani, parce qu'il se fie énormément à ses tables astronomiques, donc ça joue un rôle très important. Mais là, pour At-Toussi, il ne dit rien sur ce théorème. Il ne dit pas qu'il le démontre, il ne dit pas que c'est à lui, donc il met juste ce diagramme. Et ce qui est remarquable, c'est que les lettres en arabe sont traduites exactement en latin, donc ça ne peut pas être une coïncidence. C'est une découverte, alors je n'ai pas mis le nom, mais c'est une découverte qui a été faite au cours du XXe siècle. Ensuite, on retrouve un autre schéma identique. En fait, c'est un théorème de Toussi qui joue un rôle primordial. Ce n'est pas juste que Copernic le reproduise, mais voilà. Ibn Shatir. Donc là, ce n'est pas de Maraga, Ad-Dimashqi, parce qu'il vient de Dama. Et c'était le chronométreur. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'astronomes chronométreurs, à cette fois-ci à la mosquée Omeyyade de Dama. Il a développé, c'était vraiment un astronome très brillant. Là, on est au XIVe siècle. D'accord ? Donc là, on est après l'invasion moghole. Hein. Vous voyez, mongole, pardon. Donc vous voyez que ça n'a pas du tout donné un coup fatal à l'astronomie. Et on est après Al-Razali, bien entendu. Et donc ce modèle lunaire d'Ibn Shatir, on le retrouve exactement utilisé par Copernic et il joue un rôle très important. Il y a aussi Ali al-Qushji. Alors là, je n'ai pas montré des schémas, mais on retrouve aussi des mêmes lettres traduites. Alors évidemment, il y a énormément de travail, disons, on essaie de déchiffrer les sources possibles pour comment est-ce que Copernic a pu vraiment être au courant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les ouvrages, même en arabe, circulaient. Il y avait des Byzantins qui partaient de Constantine. Il y a plusieurs hypothèses encore pour expliquer
cette transmission. Alors d'ailleurs, il y a aussi des techniques identiques pour le modèle de Mercure chez Copernic. Et en fait, pour certains historiens des sciences, Copernic, c'est vraiment le dernier maillon, dernier à peu près. En fait, il a un peu la jonction entre l'astronomie, on va dire, ancienne et moderne. Mais l'ancienne, elle reste, cette période quand même, de l'âge d'or reste quand même moderne dans le sens où on a vraiment développé des outils, où on cherche vraiment à avoir des précisions remarquables, des modèles théoriques qui expliquent des observations. Évidemment, Copernic met le Soleil au milieu. Alors, en fait, il fait référence à un grec, alors j'ai oublié son nom, qui avait déjà opté pour le modèle héliocentrique sans qu'il puisse pousser plus loin. Le modèle héliocentrique a été discuté par certains astronomes arabo-musulmans sans qu'ils puissent aller loin, comme Al-Biruni. Et je reviendrai aussi un peu là-dessus plus tard. Mais je voudrais aussi mentionner un autre astronome qui est aussi un théologien, qui est là au XVIe siècle, qui a été entre Damas, Caire, Istanbul, qui est Taqi-d-Din. Et en fait, ce qui est intéressant, pourquoi j'en parle? Parce que lui, ça, c'est vraiment une miniature qui représente le genre d'instruments qu'il avait dans son observatoire. Et ces instruments, ils ont énormément inspiré. On les retrouve quasiment, des fois à l'identique, chez l'astronome danois Tycho Brahe, qui est très connu en Europe, qui est mort en 1601. Donc là, on est au XVe siècle. Donc ça, c'était des instruments qu'il avait dans l'observatoire d'Istanbul, où il a pu observer le ciel jusqu'à 1580. Et ces tables, elles sont plus précises que celles de Tycho Brahe. Et elles sont plus précises que celles d'Al-Battani que Kepler avait utilisées. Alors, avec les astronomes, pour finir, alors c'est pas peut-être le plus brillant, mais comme il est né dans ma ville Sfax, en Tunisie, je voulais quand même le mentionner. Et en plus, c'est une date tardive. Alors lui, c'est aussi un théologien, un mathématicien. Il a enseigné l'arithmétique, le calcul successoral. En fait, ça fait partie des motivations religieuses, les calculs d'héritage pour le développement des mathématiques et la science du temps aussi pour déterminer les horaires des prières, etc. Il est expert dans le tracé des cadrans donc horaires. Il rédigé plusieurs épîtres qui concernent les cadrans sinus. Alors, je ne vous ai pas parlé de ce cadran sinus qui est remplacé petit à petit l'astrolabe. C'est une forme, en fait, ça anticipe un peu l'ordinateur. On met des datas et puis on reçoit des fois instantanément des résultats. Là, c'est plutôt, j'ai pas trouvé d'image pour lui, mais là, c'est plutôt la tablette de sinus de Ibn Shatir. Et on est avec des sinus, on est avec la trigonométrie, donc ça n'a rien à voir avec l'astrolabe des Grecs non plus. Alors, je ne sais pas si j'ai encore du temps pour parler du 5 minutes. Bon, ça va, je pense que ça devrait aller. Alors ça, c'est un aspect que je ne trouve pas assez abordé, justement, dans des ouvrages comme ceux de Georges Saliba, que je vous recommande parfaitement. C'est justement, je vous ai parlé tout à l'heure de cette sorte de fécondation mutuelle entre des schémas ou des réflexions d'ordre ou des motivations, des concepts qui viennent plutôt d'érudits, d'hommes de spiritualité, et qui nourrissent, qui donnent des idées vraiment aux scientifiques, qui sont des fois même à la fois philosophes ou hommes de religion. Et parmi les points que je trouve pas du tout assez abordés, sur lesquels en fait j'étais amenée à travailler un peu parce que j'ai étudié un livre, bon je vous dirai après, en fait c'est la question du monde, donc comment est-ce qu'on est passé du monde clos d'Aristote vers un monde ouvert. Certains considèrent que la véritable révolution, c'est pas celle de Copernic où il a placé le Soleil au centre de l'univers, disons du monde, parce que pour Copernic le monde était encore fermé. Comme Aristote, il y avait la sphère des étoiles, il y avait des sphères, des planètes qui tournaient autour du Soleil, un monde clos. C'est le passage, c'est le fait de faire éclater, on parle de destruction du cosmos, en référant au cosmos d'Aristote. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui semble être, avoir marqué vraiment la révolution scientifique pour certains, là aussi, parce qu'évidemment, c'est un choix. À quel moment on peut parler de révolution ? Mais dans la tradition islamique, très tôt, en fait, surtout chez les théologiens, alors je dis théologiens, mais au sens général, c'est-à-dire plutôt on va dire des érudits, plutôt des, comment dire, voilà, portés sur l'ésotérisme, qui en fait a imprégné quand même beaucoup de théologiens. L'idée de monde multiple était là, et elle se référait à des sources scripturaires très souvent. Et pourquoi il y avait plus de liberté d'aller à l'encontre du schéma d'Aristote, de la cosmologie d'Aristote,
que chez ceux qui étaient vraiment plus scientifiques, on va dire, et qui étaient dominés justement par ce schéma-là, qui avaient beaucoup de respect pour Aristote. Et donc, parmi ceux qui parlaient de monde multiple, il y a Al-Razi, qui est du XIIe siècle. Alors, il ne faut pas confondre avec le médecin. Al-Razi, c'est Fakhreddin Al-Razi, qui disait, par exemple, Dieu a la puissance infinie, a le pouvoir Qudra de créer des milliers de mondes, alpha awalim, au-delà de ce monde. Les arguments des philosophes, et là évidemment il parle des philosophes comme Avicenne, etc., qui sont influencés par la philosophie grecque, et par les néoplatoniciens ou aristotéliciens, pour affirmer que le monde est un, sont faibles. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a eu quelques, on va dire, penseurs, ou en fait, Giordano Bruno, à l'origine, c'était un homme de l'Église, mais qui a dévié parce qu'il s'est intéressé à la magie. C'est pour ça qu'il a fini sur le bûcher. C'est pas tellement pour son idée de monde multiple. Mais lui a une cosmologie qui reprend quasiment celle-ci, disons, avec d'autres qu'on retrouve chez d'autres érudits musulmans. Et en fait, il a des écrits où il cite énormément des auteurs musulmans dans Al-Razali. Alors, j'ai certains écrits, mais je ne sais pas s'il y a eu vraiment des travaux pour essayer de montrer de quelle façon cette cosmologie-là a pu l'influencer. Maintenant, ça c'est un schéma de Thomas Dige où il montre le monde disons, de Copernic, mais avec beaucoup d'étoiles à l'extérieur, mais lui il reste avec plusieurs mondes, avec chacune une sphère finie. Giordano Bruno, il va plus loin, parce qu'il va vraiment dans ce schéma-là, avec ses multipliés de mondes. Et en fait, donc je vous ai dit que je me suis intéressée aussi à cette question parce que j'ai travaillé sur un livre remarquable que j'avais présenté lors du centenaire de Cheikh El-Alaoui, qui est un grand érudit soufi, en fait, algérien, de Mostaganem, qui est mort en 1934. Il y a eu son centenaire à l'UNESCO. Et j'ai travaillé sur un livre qui n'était pas traduit à l'époque en arabe et que je traduirais par la clé des témoins dans la manifestation de l'être, qu'il a achevé en 1904. Et c'est vraiment intéressant, justement, pour un peu cette fécondation mutuelle entre, je dirais, science et spiritualité. Alors, ils se fondent à la fois sur des sources scripturaires, sur l'inspiration aussi, sur la tradition, et sur une réflexion analytique et ses propres observations. Et en fait, là, c'est un dessin qu'il a fait lui-même à la main, je trouve ça assez émouvant, où on voit le système héliocentrique. Et pour lui, ça paraît complètement naturel que le Soleil soit au centre. Pourquoi ? Parce qu'il fait le symbolisme que le Soleil, en fait, a acquis sa position centrale comme un cœur au sein du corps. Et ce qui est encore intéressant, c'est qu'il cite, alors j'ai pas mis, ça m'a vraiment surprise, c'est qu'il cite un théologien, je n'ai pas encore trouvé il faudrait que je fasse une recherche que le temps actuel ne me permet pas de faire, mais un théologien, entre autres, qui est antérieur à Copernic et qui parle d'héliocentrisme. Ensuite, il plaide pour la pluralité des mondes, de la pluralité de leurs habitants, et qu'il peut y avoir encore un nombre infini de soleils comme notre Soleil, avec des planètes qui tournent autour. En fait, là aussi, il est dans la continuité d'une longue tradition anti-aristotélicienne qu'on trouve dans la tradition islamique. Et ces mondes indépendants sont comme des grains de sable d'une plage sans limite. Alors, en fait, cette idée d'une forme d'homogénéité de toute... pour lui, la Terre n'a pas une place privilégiée au sein de... Contrairement à ce qu'on dit, les religieux... Et d'ailleurs, même dans disons, la tradition islamique, évidemment, sans la mettre dans un seul bloc. Et ça émane... Là aussi, je reviens à la matrice spirituelle de l'islam. C'est qu'en fait, tout est centre. Ça, c'est pourquoi j'ai mis la mosquée de Cordoba, c'est parce qu'il y a des colonnes partout. Et en fait, chaque point est important. Et chaque être est important. Il n'y a pas un centre privilégié par rapport à d'autres. Et ça, c'est ce qu'exprime Ibn Arabi, là aussi, que j'aime beaucoup, que je cite de nouveau. Allah a mis ses secrets dans le monde supérieur et inférieur, de sorte que le monde est essentiellement élevé. Je parlais tout à l'heure de cette idée qu'en fait, il n'y a pas de monde corruptible, juste de corruption, contrairement à un monde céleste parfait, qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les réalités du monde, au point qu'on puisse dire que telle chose est plus noble que telle autre sous le rapport des vérités et des essences.
Alors, là, jusque-là, je suis restée un peu dans les mathématiques, la physique. Alors, évidemment, je n'ai pas le temps d'aborder d'autres sujets, mais je voudrais rapidement parler de la médecine, mais je crois que j'ai peut-être plus le temps, d'ailleurs, non? Je ne sais pas. Vous êtes encore intéressé ou sinon je m'arrête là? D'accord. Bon. Alors, donc la médecine, évidemment, vous connaissez Avicenne, Ibn Sina, avec le canon qui est resté le livre, la Bible, en Europe jusqu'au XVIIe siècle. Ici, je mentionne quand même celui qu'on considère comme le père de la chirurgie, qui est donc Abu Qasim al-Zahrawi, qui est mort en 1013, avec donc ses instruments de chirurgie, avec la traduction en latin. Alors, je ne sais plus quelle année ça a été fait. Mais je voudrais quand même encore essayer d'aller chercher d'abord des femmes. Il n'y en a pas eu beaucoup jusque-là, disons dans mon exposé. Je trouve intéressant de mentionner une certaine As-Sayyida au XIIe siècle, qui était directrice d'un bimaristan. Un bimaristan, c'est une sorte d'hôpital de charité, mais qui était vraiment à Bagdad et qui était dédié spécialement à l'enseignement des médecins. Je voudrais rapidement, mais vous devez peut-être le connaître, Ibn Nafis, là on est au XIIIe siècle. Là on est après à la fois l'attaque d'invasion mongole et après Al-Razali. Ibn Nafis, certains de ses contemporains le comparaient à Ibn Sina. Alors je ne détaille pas, mais il a eu des contributions très importantes, en particulier la double circulation du sang. Et une autre femme qui est du XIIIe siècle, Sarah al-Halabiya, parce qu'elle vient d'Alep, née en 1240. Donc c'est un médecin célèbre, qui était d'ailleurs accueilli en pompe par le bey, disons le sultan. Il est allé en Tunisie aussi. Elle était accueillie avec beaucoup d'égards. C'est aussi une poétesse et calligraphe. Et elle a exercé dans plusieurs bimaristans, à Alep et à Dama en particulier. Donc je vais arriver à la conclusion. J'aime beaucoup cette mosaïque qui se trouve dans un palais à Jéricho en Palestine. Là, je rappelle rapidement les trois idées répandues. Donc, j'ai montré en fait qu'il y a eu des aspirations religieuses et spirituelles qui ont contribué à l'originalité des sciences et de leurs méthodes. Je ne dis pas que ce sont les seules, bien évidemment. Hein, il y a quand même bien d'autres raisons qui sont compliquées aussi à étayer et à comprendre. Donc, Al-Razali, il a marqué plutôt un véritable âge d'or. Et Copernic, c'est une synthèse de l'astronomie de cet âge d'or post-Al-Razali. Ça, c'est les messages dont j'essaie de vous convaincre, le take-home message. Alors, pour moi, juste quelques réflexions autour de ça. Je pense qu'il est très important de connaître le passé pour préparer l'avenir. Et je pense qu'il est crucial et urgent même de réhabiliter cet héritage, qui est un héritage commun à l'humanité, qui favoriserait évidemment le dialogue des cultures. Hein, parce qu'on est dans une, y compris en France, il y a une sorte de forme de scission, il y a un fossé qui se creuse. Je pense que c'est important, pas seulement pour évoquer un passé glorieux et d'en tirer un quelconque, je dirais, fierté. C'est pas dans ce sens. C'est qu'on voit les programmes scolaires, ils sont catastrophiques par rapport à cette période. On voit les médias, les conférences, les livres. Il y a des livres, par exemple, Alexandre Corré, que j'ai sur le passage du monde clos au monde ouvert. Il n'y a aucune mention, même pas d'Averroès. Les enseignements de la philosophie passent outre. Hein, vous aurez une conférence, malheureusement, je ne serai pas là, de philosophie, je crois que c'est la semaine prochaine. Sur la philosophie arabe, c'est inacceptable que ça ne soit pas intégré dans les programmes. On ne peut pas comprendre la philosophie et la science en disant tout d'un coup il y a eu un miracle. Alors Alexandre Corré disait mais ça a été rapide ce passage, c'est bizarre. On ne peut pas dire à nos gamins que Léonard de Vinci tout d'un coup a eu l'idée de développer toutes ces machines alors qu'en fait on retrouve chez lui des schémas de Banu Moussa ou d'Al-Jazari dont je n'ai pas parlé qui est aussi post-Al-Razali. C'est leur donner une fausse idée sur la façon dont la science évolue. Elle évolue par étapes, elle se nourrit de tout ce qui la précède, comme la science en terre d'islam s'est nourrie de tout ce qui l'a précédé, des Grecs, un peu des Indiens aussi, mais moins. Et c'est une continuité, on ne peut pas permettre de faire mettre encore ce saut vertigineux, ce gap énorme entre Aristote ou Archimède et Newton.
et mes collègues scientifiques le font encore. Mais c'est important aussi pour ceux qui sont de culture musulmane, qui sont en France, pour nos jeunes qui sont dans les lycées. Je pense que si on leur révèle cet héritage, parce que certains ne le connaissent pas nécessairement, ils se sentiraient plus concernés, d'une façon ou d'une autre. Cette science leur parlerait plus. Parce qu'ils savent que, quelque part, même si on ne va pas parler d'ancêtres, ils ont contribué à l'émergence, au développement de ces sciences. Et ce n'est pas quelque chose d'étranger à leur culture, c'est quelque chose qui a trouvé ses racines dans leur culture ou dans leur religion. Ensuite, c'est très important pour les recherches historiques et épistémologiques. On ne peut pas permettre ce gap. Par exemple, Thomas Kuhn, qui est un grand épistémologue, il parle de paradigme scientifique, mais il a complètement fait l'impasse sur cette science-là, alors qu'il a un vaste domaine qui aurait pu vraiment nourrir sa réflexion. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est dans une zone obscure. Il y a encore des recherches qui sont à mener et qui manquent sur la période post-El-Razali parce qu'on pense qu'il n'y a rien. Et ça permettrait aussi de déconstruire le mythe de la décadence, qui est de nature orientaliste et coloniale, malheureusement. C'est un énorme chantier. Je pense que ce qui est plus important d'abord, c'est la diffusion déjà de ce qu'on sait. Ça, c'est un grand travail, mais aussi tous les manuscrits qui attendent. On pense qu'il y a, ça c'est Saïd Hosseina ce qu'il dit, 3000 manuscrits de médecine seulement en Inde qui ne sont pas explorés. Des milliers au Yémen qui ne sont même pas répertoriés. 200 000 manuscrits seulement en Iran, dont 3/4 ne sont même pas catalogués. On connaît 1000 scientifiques entre le 8e et le 18e siècle. Il en resterait probablement 1000 autres peu connus. Ça, c'est Mozaffar Iqbal, qui est un historien des sciences, qui le dit. Et on trouverait peut-être plein d'autres femmes. C'est mon souhait. Alors, je pense que cet héritage, c'est aussi, en tout cas personnellement, je trouve qu'il y a énormément de sources d'inspiration et de méditation sur le sens, la visée et les responsabilités des acteurs scientifiques. Je pense qu'on avait une pratique scientifique qui était très soucieuse de l'éthique, de l'honnêteté, de la probité, et qui ne vous disait pas nécessairement, connaissant la nature, à la dominer. Elle visait à dominer soi-même. Et je pense que là, il y a une bonne leçon sur laquelle nous pourrions méditer. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Inès pour ce panorama qui nous a fait voyager d'un bout à l'autre du monde musulman et à travers les siècles, à la fois du point de vue scientifique mais aussi du point de vue artistique. Et on voit comment les différentes disciplines se répondent les unes des autres. Alors, on a un moment d'échange, de questions et de réponses. Je crois qu'il y a des micros qui sont disponibles. Je vous propose de poser des questions, si vous le souhaitez, à notre intervenante. La première question est toujours difficile à poser, c'est la deuxième qui est facile. Alors, on a parlé beaucoup d'astronomie. Bon, donc voilà, c'est un sujet que j'aime bien. On a peut-être moins parlé des autres disciplines, et en particulier de la médecine. Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose aussi sur ces médecins qui ont été si importants dans le monde musulman? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses que l'on prend absolument pour acquises, comme l'hygiène par exemple, ou le fait d'avoir des hôpitaux, et qui ont été découvertes au sein du monde musulman. Tu aurais quelques commentaires à faire là-dessus? Oui, alors même, bon, je dirais qu'il y a fois, évidemment, la médecine de la prévention qui était très importante. Alors, Galien a quand même marqué les médecins musulmans, mais là aussi, je pense qu'on a besoin qu'il y ait des recherches qui seraient analogues, par exemple, à la recherche de Georges Saliba sur l'astronomie, pour voir comment a évolué les médecines après Al-Razali, entre autres.
Parce que, bon, Avicenne, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'il était philosophe et médecin, mais ça, c'était complètement cohérent. Alors, nous rappelons, en fait, il faut se rappeler que dans le schéma d'Aristote, dans la cosmologie d'Aristote, il y avait les humeurs qui étaient déterminées par l'astrologie, on va dire. Hein. Donc, c'était important d'être à la fois philosophe ou astrologue et médecin. Avicenne, je pense que il est... Alors, je ne saurais pas dire beaucoup de choses, mais par rapport aux hôpitaux, j'aimerais quand même dire que c'était à la fois des lieux d'enseignement, où on délivrait des diplômes. D'ailleurs, les médecins femmes que j'ai cités, elles ont eu leur diplôme de médecine. Mais on accueillait, il y avait d'abord un soin particulier par rapport à l'hygiène, mais il y avait aussi des soins administrés d'une façon complètement égale, à la fois aux femmes et aux hommes. Alors, je parlais d'éthique tout à l'heure, et aux gens de différentes religions. Et dans plusieurs hôpitaux, il y avait même une chapelle pour les chrétiens. Donc c'est quand même, voilà, je trouve ça encore remarquable. Et les soins étaient aussi donnés d'une façon gratuite, disons. Alors je ne peux pas dire dans tous les cas parce que je n'ai pas une connaissance détaillée de tout ça, mais là aussi il y a de quoi réfléchir sur, voilà, de quoi peut-être nous inspirer de nos jours. Merci, oui, non, c'est ici. On va se déplacer. Bonjour à tous. Déjà, tout d'abord, merci pour votre intervention et votre conférence. Je suis en train de tomber dans tout ce domaine qui inspire justement à la méditation. Et j'ai découvert récemment Omar Khayyam, que je ne connaissais pas du tout, vraiment pas. On le cite, enfin je l'ai jamais vu écrit en tant que penseur, philosophe et mathématicien. Je crois que c'est aussi un astronome. Pourriez-vous nous en dire plus concernant ce domaine-là en lien avec votre conférence, justement? En lien avec votre conférence. Sur... Alors, oui, pardon, oui. En lien, en fait, il se situe, c'est à la fois, encore une fois, on a des profils polyvalents, c'est-à-dire on n'est absolument pas dans les puits de spécialisation, hein, c'est-à-dire qu'on a, c'est comme les philosophes, scientifiques, théologiens, d'ailleurs philosophie et théologie ne se séparent pas, et poésie, et je pense que c'est aussi cette transdisciplinarité qui m'inspire, hein, c'est un peu ce que je fais d'ailleurs, mais bon, très modestement par rapport à tous ces gens. Donc je pense que la poésie est vraiment un langage en soi de connaissance du monde. On n'est pas du tout dans ce schéma scientiste qui croit qu'avec la science de la nature, hein, dans sa dimension encore restreinte, pourrait nous donner accès au réel ou à nous-mêmes. Je pense qu'il y avait besoin de plusieurs facultés, y compris et plusieurs langages, y compris le langage poétique, le langage artistique, pour pouvoir avoir une certaine vision, une connaissance de nous-mêmes et donc aussi même du Seigneur d'ailleurs. Voilà. Bonjour. Du coup, moi, j'avais une question par rapport aux transmissions de savoir. Parce qu'on sait que dans l'Europe médiévale, il y a eu une forme de collégialité où les scientifiques communiquaient beaucoup entre eux. Et du coup, j'aimerais savoir, parce que vous nous avez parlé beaucoup de scientifiques fin XIIe siècle, enfin du XIIe jusqu'au XIVe, c'est une période qui est marquée par la fin des croisades. Et du coup, est-ce que dans une période où justement les croisades se terminent, où l'opposition entre christianisme et monde musulman est encore assez présente, est-ce qu'on a des traces ou est-ce qu'il y a des scientifiques qui revendiquent pleinement cet héritage ou qui ont pris la peine de faire le déplacement dans le monde musulman pour faire avancer entre guillemets leur recherche? Excusez-moi, j'ai pas bien compris. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des scientifiques européens oui. qui revendiquent clairement justement le savoir qu'ils auraient pu obtenir de scientifiques musulmans?
Qui revendiquent ou qui reconnaissent, vous voulez dire? Oui. Ah oui, d'accord, oui, là je comprends. Oui, en fait, les attitudes sont très différentes. C'est-à-dire qu'on connaît certains, par exemple, scientifiques ou médecins italiens qui a fait un plagiat de travaux musulmans sans les citer, mais il y en a d'autres qui citent leurs sources. Copernic, comme je vous ai dit, il cite au moins 5 astronomes musulmans. Al-Battani le cite, par exemple, 23 fois. Mais en l'occurrence, pour At-Tusi, où il a utilisé le lemme d'Al-Urdi, le modèle planétaire de Neuchâtel, il ne savait pas d'où ça venait, en fait. D'ailleurs, le lemme d'Urdi, il ne le comprenait même pas. Il le comprenait mal. Ibn Shatter, il l'a utilisé, mais en le maîtrisant parfaitement. Mais lui, il a l'air de reproduire d'une façon un petit peu... vous voyez, il est encore dans un schéma, il n'a pas vraiment dépassé, on va dire, je ne suis pas en train de réduire ses mérites, mais... Et donc, on a aussi des scientifiques qui peuvent partir, qui effectivement, les croisades, ce n'était pas non plus qu'un conflit, hein, il y a eu énormément d'échanges grâce à ça. Après, il y a des scientifiques qui partaient aussi chercher des manuscrits en terre d'islam. Il y a des manuscrits, comme je vous ai dit, qui circulaient parce qu'il y avait des voyageurs, il y avait des Byzantins qui avaient donc quitté Constantinople pour s'installer en Italie, qui prenaient avec eux des manuscrits qui pouvaient revendre, etc. La reconnaissance, là je vous ai montré le Polonais Elvius qui reconnaissait parfaitement le rôle d'Ibn al-Haytham. C'est très difficile effectivement, ça existait évidemment, mais c'est très difficile de donner une règle générale. Donc ça dépend beaucoup du contexte. Je ne sais pas si tu as... Oui, rapidement, avant que ça se... Par rapport à cette reconnaissance, moi je pense qu'on les reconnaissait peut-être davantage comme chez Elvius, mais c'est avec le projet colonial, hein, j'ai fait allusion à ça, qu'on voulait même que cet âge d'or soit le plus lointain possible pour justifier qu'on puisse coloniser des indigènes. Parce que si c'était quand même trop proche, ça n'allait pas. Ça ne pouvait pas justifier ce projet-là. Bon, c'est une réflexion, voilà, c'est mon sentiment. Oui. Oui, voilà. Donc c'est bon. Je dis ce sentiment pour rester, oui, un peu. Oui. Salam alaikum. Donc je vous remercie pour votre conférence qui était extrêmement intéressante. Il y a quelque chose qui m'a fortement marqué quand vous avez, enfin je sais pas vous, vous avez cité une personne, il me semble bien, quand il est dit qu'il faut remettre en cause, qu'on essaye de nous apprendre, pousser toujours plus loin la réflexion. Moi, je suis future étudiante en mathématiques. Vous êtes future étudiante en mathématiques. Ah, d'accord. Très bien. Et du coup, alors vous disiez aussi c'est vrai qu'on se sentait, enfin nous en tout cas, je parle pour moi, jeune maghrébine musulmane, c'est vrai que je me suis pas vraiment sentie concernée par la science parce que justement les noms qui étaient cités, il n'y avait pas mes potentiels ancêtres entre guillemets. Et du coup, c'est vrai que j'ai jamais été très intéressée. Ce qui m'a ramenée à la science, c'est vouloir comprendre un petit peu le monde qui m'entoure et me rendre compte que finalement, c'est Dieu qui m'a emmenée vers les mathématiques, qui m'a emmenée vers la science. Et quand il est cité qu'il faut remettre en cause, je me dis comment remettre en cause des principes fondamentaux, notamment en mathématiques, c'est très compliqué. Est-ce que vous auriez peut-être, je sais pas, des recommandations qui vont dans ce sens, ou bien même des recommandations d'ouvrages? Tout de suite, pour les ouvrages, je dirais que non, mais il faut. En fait, on a toujours, disons, il y a aussi un préjugé sur les mathématiques. On pense que c'est une science exacte, universelle, qui s'est pratiquée toujours de la même façon. Et on oublie qu'en mathématiques, il y a quand même certains axiomes de départ. Et ces axiomes, souvent, ils sont reliés aussi à notre expérience de tous les jours. C'est pas quelque chose de complètement déconnecté de notre expérience. Comme par exemple la théorie des ensembles. Un ensemble, on a envie de rassembler des éléments par une propriété commune. Mais dans la théorie des ensembles, on se retrouve face à des paradoxes qui sont complètement irrésolus. Et je vous incite, dans ce cas, à consulter les travaux. Peut-être qu'il y a des travaux que je connais, disons, je ne peux pas vous donner tout de suite de référence, mais sur les théorèmes de Gödel, qui justement vont à l'encontre de cette sacralité des mathématiques, parce qu'ils montrent justement que, par exemple, on ne peut pas, il existe en arithmétique un
un ensemble, on prend une axiomatique, c'est-à-dire un ensemble d'axiomes à partir duquel on veut démontrer des théorèmes. Et ben, il existe un ensemble d'assertions qui ne sont pas décidables, pour lesquelles on ne peut pas dire ni oui ni non. C'est exactement un paradoxe qui a été très discuté d'ailleurs par les philosophes musulmans, mais bien avant eux probablement. C'est celui qui est un menteur qui dit « moi je ne mens jamais ». Vous voyez, c'est vraiment de ce genre-là. C'est indécidable. Est-ce qu'il est menteur ou il ne l'est pas? Et donc là, c'est intéressant quand même, parce qu'on a tendance, effectivement, dans l'enseignement, là aussi, je trouve ça dommage, à présenter les maths comme effectivement des vérités absolues. Eh bien non. En fait, c'est ce que disait el Razali à propos de la raison. En fait, il faisait une critique de la raison qui anticipait déjà la critique de Descartes, qui est d'ailleurs présentée comme étant une étape très importante dans l'émergence de l'humanisme en Europe, la critique de la raison pure. Et el Razali, évidemment, il n'a pas les mêmes solutions, il va pas... Mais c'est exactement ce qu'il faisait. Il critiquait la raison d'Aristote, en fait. Et cette tendance... alors, pour revenir donc aux mathématiques, je crois que c'est très important qu'on soit... Et ce que disait el Razali, justement, c'est que la raison, le système de la logique, en tout cas la logique elle-même, y compris critiquée surtout Avicenne, elle part d'axiomes. C'est pas quelque chose... et les axiomes peuvent être discutés, d'accord ? Et donc, je pense que oui, Gödel pourrait vous intéresser. Et on ne l'enseigne pas non plus suffisamment. Comme d'ailleurs, on ne parle pas des conséquences de la physique quantique, malheureusement, dans les écoles. Je trouve, sinon, pas suffisamment. Des conséquences philosophiques. Merci beaucoup. De rien. Alors bonsoir. Tout d'abord, merci pour cette conférence qui a été très enrichissante. Donc ma question, elle va être un peu, je ne sais pas si vous aurez la réponse ou autre. On sait qu'il y a eu différentes phases, on va dire, de domination du monde musulman par différents acteurs, que ce soit la dynastie des Abbassides, des Omeyyades, Turks-Seljoukides, les Mongols, etc. Est-ce que, du coup, ces phases de domination ont beaucoup influencé la façon d'appréhender les sciences, la médecine? Je sais que ça a beaucoup influencé, on va dire, la façon de pratiquer la religion. Mais est-ce que, par exemple, la médecine, etc., les sciences, ça a beaucoup influencé, du coup, cette façon d'appréhender ces sujets-là et la façon d'étudier ces sujets? Oui, c'est une question un peu, effectivement, difficile. Alors, on pourrait dire que, disons, peut-être que Bruno pourrait aussi dire quelque chose, mais j'ai l'impression que il y avait des enjeux de pouvoir, effectivement, qui pouvaient être liés à une certaine domination d'une école de pensée, comme avec les Mu'tazilites. Mais je voudrais quand même insister sur un point, parce que dans les différentes idées disons, répandues ou les clichés, il y a celle qui aurait une orthodoxie, soit islamique, qui serait établie par el Razali ou par le hanbalisme. Et cette orthodoxie, en fait, n'existait pas. C'est ce que dit par exemple Georges Saliba. Il n'y avait pas une orthodoxie en islam. En fait, c'est un fait moderne de croire qu'il y a une orthodoxie par rapport à laquelle toute déviation ne serait pas permise. Il y avait une multiplicité d'écoles et de doctrines. Et je ne pense pas que les sultans ou les gouvernants, en tout cas, cherchaient toujours à soutenir nécessairement une école. En fait, ça pouvait dépendre évidemment de facteurs complexes, d'alliances. Mais pour les sciences, je pense que c'est moins important. Parce que, du coup, ces doctrines ne donnaient jamais, par exemple, quelle cosmologie il fallait avoir pour être croyant. On ne devait pas croire dans le géocentrisme pour être un bon musulman. En fait, on ne parlait pas tellement de bons musulmans. Et le mot même islam, dans des anciens manuscrits, quand on lit le Razali ou d'autres, on n'a pas cette redondance dans l'islam. Ça n'existait pas, cette combinaison. Dans l'islam, on doit faire ceci, ou on doit faire cela, ou on doit croire à ceci. Et donc, il y avait une grande liberté dans la recherche scientifique. Et on n'avait pas besoin de comparer, soi-disant, des énoncés scientifiques dans le Coran, même si le Coran pouvait évidemment inspirer, comme je vous ai dit, ces mondes multiples, disons. C'était plutôt une incitation à aller chercher plus loin et aller ne pas suivre vos ancêtres. C'est ce qui est dit d'ailleurs dans le Coran. Éviter le suivisme, c'est ce qu'il disait Ibn al-Haytham, c'est ce qu'il disait el Razali, taqlid. Donc, je n'ai pas l'impression qu'ils pouvaient, à part évidemment, quand ils finançaient évidemment un observatoire, ça dépendait aussi de leur bonne volonté.
hein. Donc ça, c'était très important d'avoir une sorte de mécénat. Mais il y avait aussi le mécénat des particuliers qui pouvaient jouer. Il n'y avait pas que les sultans. Et en particulier, les femmes ont joué un rôle très important dans le mécénat. Pour les hôpitaux, par exemple. Voilà, c'était aussi un lieu de savoir. Et pour les mosquées, qui étaient aussi des universités, c'était des lieux d'enseignement. Donc là, il y a énormément de femmes, pas nécessairement d'ailleurs autour du sultan. Ça peut être des femmes simplement du commun des mortels qui avaient assez de moyens pour pouvoir contribuer à l'édification de ces lieux de savoir. C'est ici. Oui, moi je voulais vraiment vous remercier pour ce que vous nous avez apporté aujourd'hui, qui est vraiment considérable pour beaucoup d'entre nous, parce que j'ai l'impression qu'à travers la démonstration que vous en faites, c'est comme si on pouvait d'une certaine manière récupérer le chaînon manquant. Le chaînon manquant, ça me fait penser, parce qu'il y a effectivement le domaine des sciences, mais il y a aussi le domaine de la philosophie, qui est considérable. Oui. Hein, et que le domaine de la philosophie, à un moment donné, on avait l'impression qu'enfant, il n'y avait rien avant, et puis un beau jour, il y a eu la Renaissance. De quoi? À partir de quoi? On n'en sait rien. Hein, et qu'à ce moment-là, comme s'il y avait eu une génération spontanée de la pensée, et qu'auparavant, il n'y avait rien. Et je trouvais que ce qui était intéressant, c'était de comprendre aussi qu'est-ce qui faisait qu'à un moment donné, on a effacé, enfin il y a eu véritable souci de faire disparaître toutes ces sciences qui nous venaient justement de cette période très très riche que vous décrivez. Et j'ai eu l'impression qu'il y a eu deux choses. Alors je ne sais pas, c'est en même temps une question que je vous pose. J'ai eu l'impression qu'il y a eu deux choses. Il y a eu aussi la période de la reconquête. De la reconquête, hein, qui a été une période où en fait on s'est approprié les sciences existantes, mais en les recouvrant, j'allais dire, d'une enveloppe qui serait le christianisme. Hein, je pense à saint Thomas d'Aquin, notamment, enfin toute cette période hein, où on peut dire qu'il a eu une position par rapport à l'islam, enfin à la religion islamique qui était très agressive. Et puis, bien sûr, ensuite, qui a été reprise quelques années après, enfin, par Ernest Renan, qui, lui, j'allais dire, a contribué à faciliter l'avènement de la table rase concernant les pays qui ont été colonisés ensuite. Hein, voilà. Et alors, moi, j'avais beaucoup, enfin, moi, je découvrais aussi, hein, en même temps que tout le monde, hein, ce maillon qui me manquait, parce que c'était inexplicable, parce que quand même, de temps en temps, on utilise sa raison et on se pose des questions en se disant, mais d'où ça vient ce truc? Enfin, c'est pas possible qu'ils aient dormi pendant des siècles et puis tout d'un coup, ils se réveillent et puis voilà. Et moi, j'avais été beaucoup intéressée par les travaux de Ali ibn Makhlouf, qui a fait un travail considérable concernant le domaine de la philosophie. Et vraiment, alors, s'il y a un livre que je vous recommande dans le domaine que moi j'affectionne, c'est celui-ci. Allez, lisez Ali ibn Makhlouf. Pourquoi il faut lire et puis allez l'écouter toutes les fois que si vous avez l'occasion de l'écouter. Parce qu'effectivement, je crois qu'il a fait ce lien qui est considérable parce que la science, non seulement la science, la philosophie, enfin les lettres, tous les processus de pensée, hein, il nous a permis d'accéder par son travail à tous les processus de pensée qui, à un moment donné, étaient quasiment inexplicables pour nous. Parce que, effectivement, entre Aristote et la Renaissance, il y a un monde. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce monde? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien... Tout à fait d'accord. D'ailleurs, j'ai mentionné la philosophie parce que c'était complètement lié à la science, hein, la philosophie de la nature. Et c'était... les débats sur le monde étaient vraiment motivés, la connaissance du monde était intimement liée à des questionnements, d'ailleurs la philosophie dans sa dimension métaphysique évidemment. Et donc c'est un gap énorme, et je disais que dans les programmes de philosophie dans les universités, on n'aborde même pas cette période, et c'est hallucinant. Alors il y a Alain de Libera aussi qui a pas mal travaillé là-dessus, et qui pose la question justement, pourquoi... Rien qu'Averroès, qui a vraiment introduit il a permis le développement de la philosophie en Europe,
bon, on le connaît un peu mieux que d'autres philosophes, mais on lui donne un statut d'ailleurs que je trouve un peu même des fois trop privilégié par rapport à d'autres philosophes, hein, parce qu'Avicenne était quand même pour moi plus important. Pourquoi est-ce qu'il est, voilà, il n'y a pas une reconnaissance de sa place dans ce processus. Et même Al-Razali, Christian Jambet, dans son livre La philosophie islamique, il considère qu'Al-Razali fait partie des 4 philosophes qui ont vraiment donné lieu à la... N'oubliez pas que son livre La précipitation des philosophes a été traduit en latin, et on le considérait comme un philosophe. On ne savait pas qu'il avait ce background d'homme de spiritualité, de théologien. Et en fait, sa critique encore de la philosophie, c'est par l'intermédiaire d'Averroès qu'il a pu aussi avoir un rôle très important en Europe. Parce qu'Averroès, en répondant à Al-Razali, il s'est laissé influencer aussi par Al-Razali. Il s'est pas vraiment que opposé, hein, il a répondu à certains points, mais il essayait de modérer certaines attitudes d'Avicenne pour pouvoir s'aligner sur proposer Al-Razali. Donc même le débat raison et révélation, il a été énormément nourri en Europe par indirectement Al-Razali. Donc je suis entièrement d'accord. Dali Ben Makhlouf a écrit effectivement pourquoi faut-il lire les philosophes arabes, et c'est lui qui précise justement que parler de raison, débat, raison et foi, et la terminologie, à quel point elle peut nous induire en erreur, c'est vraiment raison, révélation. Hein, et il parle de l'interprétation erronée d'Averroès en Europe, puisqu'il ne parlait pas de double vérité. La vérité reste unique, même chez Averroès. Mais malheureusement, on a cette tendance toujours à avoir une vision binaire des choses, même quand on parle de ces philosophes. Même le film de Youssef Chahine à propos d'Averroès, je ne l'apprécie pas, parce que là aussi, il est en train de faire une projection de nos problèmes actuels avec l'islamisme, etc., et de le ramener, voilà, de lire cette histoire d'une façon anachronique. Et je pense qu'on ne rend pas justice, encore une fois, à ces figures, y compris scientifiques, philosophiques, en essayant de projeter notre propre actualité. Hein, Averroès n'est pas juste la lumière. D'ailleurs, il disait aussi des choses qu'on pourrait contester. C'est pas et la raison, c'est pas le dernier mot, et c'est pas bon. C'est vraiment malheureux d'avoir cette de passer à côté de cette richesse, hein, de débat. Ce serait beaucoup plus subtil, malheureusement, que ceux que nous avons actuellement. Salam alaikum. Je vous remercie de votre présentation qui a été très, très, très intéressante, surtout de mettre en lumière toute cette période du XIIIe au XVIIe siècle, du XVIIe siècle, et surtout ce qu'on peut voir, enfin, surtout ce qui m'a frappé, c'est dans votre conclusion où vous parlez justement de se réapproprier cet héritage des sciences, en général de la philosophie, au monde arabe. Et justement, je voulais voir, pour un peu rebondir sur la question précédente, par rapport à la reconnaissance des Européens par rapport à l'origine du monde arabe sur ces questions. Est-ce qu'inversement, aujourd'hui, alors c'est plus question un peu politique ou géopolitique d'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde arabe, il y a des démarches qui vont dans ce sens pour se réapproprier un peu leur héritage? Oui, il y a des efforts qui restent peut-être un peu ponctuels, mais il y a des... En fait, par exemple, l'astronome de Sfax, je l'ai découvert dans un livre d'actes d'un colloque organisé à Tunis. Il y a encore plein de découvertes que je vais essayer de faire sur l'histoire des sciences. C'est très difficile, hein, je ne connais pas la totalité de ces absolument. Bon, j'ai pas du tout une idée précise de la volonté de se réapproprier cet héritage. Elle n'est pas présente, je pense, au niveau des décideurs. En fait, c'est pas un enjeu crucial, malheureusement, parce que on n'a pas envie de mettre des moyens, de toutes les façons, en général, dans la recherche, qu'elle soit scientifique ou qu'elle soit dans les sciences humaines ou histoire. Donc ça, c'est un problème de privilégier des domaines, je dirais, de la connaissance et de la culture, qui n'est pas... bon, ça reste malheureusement en général peu priorité. Alors là aussi, je ne fais pas de généralité. Hein, je ne connais pas bien la situation chez les politiques. Mais ce qui est frappant, ce sont les intellectuels qui encore, comme je l'ai dit au début, reproduisent encore ce schéma sur
le coup fatal d'Al-Razali, et qui sont capables de dénoncer Al-Razali et de traiter de tous les maux. Et c'est assez frappant. Hein, la page Wikipédia sur Al-Razali, elle est catastrophique. Je vous conseille d'ailleurs un livre, c'est en anglais, je ne pense pas qu'il ait été traduit en français, de Frank Griffel, qui est un spécialiste de Al-Razali, et qui va vraiment aussi à l'encontre de ces clichés. C'est un livre, c'est un pavé un peu grand, mais je crois que là aussi, il faut se réapproprier sa propre histoire et ne pas passer par les orientalistes, hein, comme le fameux musée de Hammamet. Il aurait fallu aller sonder, hein, on avait de quoi aller pouvoir se réapproprier, de se représenter ces scènes de vie quotidienne en Tunisie sans passer par les orientalistes. Et c'est exactement le même enjeu maintenant. Et donc, tant qu'on est, je pense, prisonnier de ces schémas-là, on aura du mal à aller plus loin. Effectivement, voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Merci. Bonsoir, merci pour votre conférence avant toute chose. Alors, j'ai bien saisi toutes vos explications. Moi, j'ai quand même une question qui me taraude. Le fait de parler des mathématiciens, des astronomes, des philosophes, des scientifiques, est-ce que eux, dans leurs recherches, par rapport à tout ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils se sont basés sur des versets coraniques ou pas du tout? C'était, si vous voulez, pour comprendre un petit peu science et religion. Oui, mais bon, merci pour la question. Justement, ouais. Je pense que j'ai fait allusion tout à l'heure à ça, c'est-à-dire que voilà, cette démarche de chercher les miracles scientifiques, surtout avec un objectif, parce que c'est l'intention qui me gêne, l'intention c'est de prouver la véracité du Coran, que c'est un texte divin, parce qu'il serait en accord avec des vérités scientifiques. Donc on est des consommateurs de résultats scientifiques venus de l'Occident, sans prendre en considération ce que c'est que le statut de vérité scientifique. Hein, j'ai dit à plusieurs reprises qu'on ne sait pas définir ce que c'est qu'une vérité scientifique d'une façon claire et nette. La science est contingente, il y a un cadre, elle ne prouve jamais rien, la science. Elle ne fait que donner les explications les plus plausibles par rapport à certaines contraintes dans un cadre donné. On pourrait ça appeler un paradigme. Mais on va utiliser ces résultats qui vont devenir juges d'un texte coranique. Donc je trouve que c'est même pas correct par rapport au texte coranique. Maintenant, c'est scientifique. Alors j'ai parlé par exemple d'Al-Razi, effectivement il fait référence à un verset, mais c'est parce qu'il cherche à comprendre en fait. Donc c'est normal qu'on puisse essayer de comprendre, en tout cas si on reste à un niveau littéral, parce qu'il y a tous les sens profonds du Coran il faut pas oublier qu'ils sont là et qu'ils sont infinis, je dirais même. Mais si on reste effectivement à une compréhension immédiate, c'est normal qu'on mobilise notre imaginaire. Hein, d'ailleurs, la dimension de l'imaginaire est très importante dans la civilisation islamique, hein, dans tout le déploiement des contes, de l'art, de la philosophie, de la spiritualité. Mais bon, c'est un vaste monde. Mais on a le droit, dans ce cas, d'être inspiré, de se dire peut-être que, bon, il parle de peut-être qu'il y a une possibilité qu'il y ait un monde multiple. Mais jamais ils vont chercher des affirmations ou des énoncés qui vont essayer de prouver. Même Jabir ibn Hayyan, qui était un alchimiste, en fait, quand il pratiquait la chimie dans son laboratoire, c'était d'une façon, on va dire, moderne. Et c'est ensuite qu'il va essayer de donner un sens derrière à tout ça. Voilà. Et alors, pour faire le lien avec l'enseignement, en fait, il y a une forme, il y a un effet, je pense que ça relève de la psychologie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne reconnaît pas aussi l'apport en Europe de cet héritage, on va essayer de prendre sa revanche en montrant que dans le Coran, il y a plein de vérités scientifiques. Et donc je pense que cette réhabilitation, elle éviterait qu'on tombe dans ce genre de revendications. Ce sont des formes de compensation, hein, c'est malheureusement, pour dire oui, voilà, nous on existe encore sur le domaine scientifique. Merci bien. Dernière question, oui. Peut-être juste un point pour rebondir là-dessus à propos de votre question, mademoiselle. C'est la grande tradition islamique, c'est celle dans laquelle Dieu a donné à l'être humain l'aql,
l'intellect, c'est-à-dire la capacité de raisonner, de méditer, ce qu'on appelle dans le Coran le tafakkur ou tadabbur, et en même temps de savoir jusqu'où la raison peut aller et doit être ensuite ouverte à l'inspiration. Et donc le Coran est un livre qui incite le croyant à aller regarder les signes dans la création, ce qu'on appelle les ayat, un mot qui est le même que celui qui désigne les versets. Donc c'est une sorte de double livre. Il y a le livre de la révélation avec ses signes, et il y a le livre de la création qui lui-même a ses signes. Et donc les grands penseurs musulmans, que ce soit Avicenne, Al-Razali, Averroès et d'autres, ont été incités par la lecture du Coran à aller regarder dans la nature la création de Dieu. Et donc à étudier la nature avec leur raison, tout en étant conscient et tout à fait certain que, comme les deux livres avaient le même auteur, le livre de la révélation et le livre de la création, eh bien, ils ne pouvaient pas être en contradiction. Et c'est cette incitation religieuse qui a été un aiguillon spirituel pour le développement des sciences dans le monde arabo-musulman, sans qu'on ait besoin à ce moment-là d'aller chercher les versets coraniques pour prouver les phénomènes naturels. Les phénomènes naturels, au contraire, il fallait aller les voir parce qu'ils étaient l'œuvre du Créateur. Je crois qu'il y a une dernière question, oui, ici. Voilà. Merci. C'est pour rebondir sur sa question, justement. Merci encore pour tout ce qu'on a appris aujourd'hui. J'ai pris plein de notes, j'en ai pris plein la tête, il faut que je digère tout ça, donc ça va être long. Je ne suis pas une scientifique à la base, je suis une littéraire, je suis professeure d'anglais. Et j'avais l'intention de lire le livre de Maurice Bucaille, donc c'est grâce à vous que j'ai eu cette question qui me vient. Est-ce que vous pensez que c'est un livre qui mérite d'être lu? Le livre et de puis, Maurice Bucaille. Ah, oulala. Voilà, oulala, je vais vous dire sincèrement non. D'accord. Bon. et donc j'avais cette réflexion sur cette volonté de blanchir un petit peu ces scientifiques. Vous utilisez le terme Averroès et pas Ibn Rushd. Je me demande pourquoi justement on a essayé de blanchir ces scientifiques. Et autre question, en tant qu'enseignante, vous avez parlé des programmes qui sont catastrophiques. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire prendre conscience aujourd'hui en France que peut-être qu'on résoudrait certaines questions sociales si on reconnaissait justement l'apport des scientifiques arabo-musulmans, parce qu'on est à peu près peut-être entre 5, 6, 7, 8 millions de musulmans en France, et que la question identitaire se pose régulièrement, que peut-être ça résoudrait certains problèmes s'il y avait une reconnaissance. Merci. Oui. Bon, oui, merci pour votre question. Mais c'est ce que je disais. Je pense qu'il y a une urgence. Il y a il y a une défaillance dans les programmes scolaires. Et comment faire en sorte que les décideurs, que le ministère de l'Éducation décide de modifier le programme, ça, c'est pas, je ne connais pas des voies. Il faudrait effectivement, si vous connaissez des personnes qui travaillent au ministère de l'Éducation, comment mettre la pression, de quelle façon? Peut-être sensibiliser les enseignants, organiser des conférences auprès de professeurs pour les sensibiliser à ces questions. Mais il faudrait peut-être qu'il y ait une sorte peut-être une fondation qui plaide pour ça, qui ait les moyens d'aller dans les écoles, d'aller sensibiliser, de faire des cours de formation continue, etc., etc. Je n'ai pas une idée, effectivement, pratiquement, comment le faire. Mais c'est exactement ça le message. Il y a vraiment, en fait, l'intégration, pour moi, elle nécessite déjà d'intégrer dans le programme cet héritage. On peut pas... Vous voyez, l'intégration, ça reste un mot vague. Donc, tant qu'on ne fait pas ce pas-là, je crois que... Parce qu'en fait, il y a ces jeunes qui ignorent cet héritage et qui finalement s'en éloignent. Et puis, ils sont dans l'assimilation peut-être. Mais il y en a qui le connaissent un petit peu, plus ou moins bien, mais qui sont aussi dans le ressentiment. Il y a aussi ce sentiment de ressentiment qui est là, qui ne favorise pas la cohésion nationale. Et je crois que ce serait très riche. Il y a certaines initiatives qui sont prises, parce qu'il y avait une conférence, c'était une chaire de Lima à laquelle j'étais invitée, et puis il y avait, donc c'était autour de Rochdi Rached, on lui rendait hommage aussi pendant ce colloque, qui était là, donc l'un des historiens des sciences que j'avais mentionné. Et il y avait certains acteurs, donc des historiens, des professeurs, qui en fait trouvaient dans cette histoire des sciences une très bonne base pédagogique pour faire certaines expériences, faire des expériences à leurs élèves.
avec Ibn al-Haytham, mais c'est vraiment une source d'inspiration pour ces expériences-là. Et donc il y a des initiatives, elles existent, hein, mais elles restent, à mon avis, encore limitées. Voilà. Et je ne sais pas, j'ai pas les sur le plan, voilà, comment agir. Ça relève un peu de la politique après aussi. Comment ? Ah oui, pardon, pour la première question. Alors justement, c'est un peu le problème. Bucaille, il a renforcé cette recherche des miracles scientifiques. C'est un peu un mouvement qui maintenant se développe dans le monde arabo-islamique, puisqu'il y a même des personnes qui ont un background scientifique, je ne sais pas s'ils sont des chercheurs ou pas, mais des fois, qui passent des années, 20 ans, à essayer Ils investissent toute leur énergie dans cette recherche sur les miracles coraniques scientifiques, alors que ça, pour moi, c'est du gâchis. Je considère que c'est du gâchis. Parce que là aussi, Bucaille, il est exactement dans... Il veut comparer la Bible et le Coran en disant, voilà, il y a des affirmations dans la Bible qui sont contradictoires, qui sont contraires à la science moderne. Il y a dans le Coran des affirmations qui sont en accord, et donc le Coran est meilleur que la Bible. Je trouve ça un peu limite, parce que là aussi, la science évolue et qu'elle n'a pas le dernier mot, et que c'est pas elle de jouer le juge, de l'utiliser de cette façon-là pour confirmer le Coran. Le Coran ne se lit pas comme n'importe quel livre. Ce n'est pas un livre de recettes toutes prêtes, ni d'affirmations à consommer. C'est un livre qui se vit. Le prophète sallam on disait, il est le Coran. C'est vraiment, ce sont des... il y a une portée ésotérique qu'on ne peut pas réduire à ce degré-là, je trouve. C'est trop bas par rapport à la fonction ou à la dimension, encore une fois, à la beauté même du Coran, que d'en faire cet usage-là. Voilà. Donc après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais bon. Bonsoir, merci beaucoup pour votre conférence qui était extrêmement enrichissante. Et en fait, je viens ici à la recherche de lieux pour mes élèves collégiens à Vaux-en-Velin et Vénissieux, des lieux en fait qui justement leur permettraient de dépasser et d'avoir cette connaissance en fait de ce qui a pu, de tout cet héritage qui est très méconnu justement. Et j'ai envie de dire peut-être que c'est par l'existence de lieux comme ceux-ci que les choses pourront justement avancer et évoluer vers le mieux. Et du coup, oui, moi, ma question, c'est comment faire de ces lieux des endroits qui permettent justement à ces jeunes de découvrir et puis justement peut-être aussi de dépasser, parce que c'est quand même un peu la tare d'aujourd'hui, c'est d'être dans des grossièretés telles que justement les versets coraniques qui viennent prouver que le Coran est plein de vérité. Et non, en fait, moi, ces jeunes, j'ai envie de leur apprendre la subtilité, et c'est exactement, il me semble, votre message. C'est que, comme vous disiez, et comme vous répondiez à la future étudiante en mathématiques, c'est que même les mathématiques ne sont pas une science exacte et partent d'axiomes qui, eux, en fait, à partir desquels on va pouvoir travailler. Et voilà, c'était... Merci. Voilà, c'était ce que j'avais envie de dire. J'espère que vous trouverez aussi... Oui, c'est bon, là, on va peut-être s'arrêter là. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là en remerciant encore très vivement notre intervenante Inès Safi. En vous remerciant aussi toutes et tous d'avoir bravé le froid et la tempête Inès qui frappe nos côtes actuellement, si vous avez vu le journal ce matin, donc là voilà, vous l'avez vu, et d'être venu ici pour cette soirée. Donc nous retenons la proposition de madame, là effectivement, prenez contact avec nous et on devrait être en mesure d'organiser des activités pour vos élèves, pour les collégiens, pour les lycéens, c'est très important. L'histoire des sciences est fondamentale dans la formation
à l'esprit scientifique, hein, et l'histoire des sciences, ça a été montré par notre conférencière, ne peut pas se passer de l'histoire des sciences arabo-musulmanes, sinon on ne comprend pas vraiment comment la science s'est construite. Alors, l'IFCM vous propose d'autres activités, elles sont affichées ici. Dès la semaine prochaine, jeudi 20 février, nous aurons une conférence d'introduction à la philosophie arabe par Yosra Garmi, qui est enseignante à l'université Lyon 2, je crois, ou à l'école normale supérieure, oui, voilà. Et puis 2 jours après, nous aurons un concert d'un groupe iranien, hein, Soleil levant au Khorasan. Quelques jours après, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, mais pas le 8 mars, parce que le 8 mars est surbooké, ce sera le 18 mars, nous aurons une table ronde islam au féminin avec Asma Lemrabet, qui est donc théologienne et spécialiste des lectures du Coran dans un esprit de revenir sur l'interprétation qu'elle appelle patriarcale. Karima Berger, qui est écrivain, et puis donc Inès Safi, qui est une scientifique. Ça fera un beau panel pour débattre de ces questions-là. Et enfin, le week-end du 4 et du 5 avril, donc c'est le samedi et le dimanche, nous aurons un colloque international en français qui s'appellera « Penser des extrémismes dans la France du XXIe siècle, les musulmans, adversaires alliés ou ennemis contre le pire ». Et donc nous aurons les meilleurs sociologues, politologues, théologiens au niveau européen qui viendront débattre de ces questions d'actualité. Voilà, donc encore merci Inès, encore merci à toutes et à tous, et je vous souhaite une bonne soirée et j'espère vous revoir bientôt ici à l'IFCM.